Merci à tous d'être présents. Moi, donc je me présente, Jérôme. Je suis ravi d'être votre animateur aujourd'hui et de vous accueillir sur ce joli sujet du design thinking. Donc, on va être en présence de 3 personnes qui vont pouvoir nous faire leur retour d'expérience. Moi, personnellement, j'ai commencé le design thinking il y a déjà plusieurs années. Voilà. J'essayais en préparant cette table ronde de me souvenir à quel moment j'ai commencé à parler de design en fait, au sein de l'innovation et du marketing. En fait, je crois que la première fois que je l'ai fait, c'était en 2006, et c'était auprès de Sodexo d'ailleurs, du marketing de Sodexo. Et bien sûr, à l'époque, on ne parlait pas encore de design thinking, on parlait, pour ceux qui s'en souviennent, de design stratégie ou de design management. Voilà, donc on était plusieurs à évangéliser sur le sujet, bien sûr, et à être un peu pris pour des ovnis à l'époque. Donc évidemment, je suis ravi aujourd'hui de pouvoir rassembler autant de personnes et autant d'entreprises sur le sujet et de voir l'essor du design thinking. Et en même temps, comme pas mal de gens qui sont dans cet univers du design thinking depuis quelques temps, ben, on s'en inquiète aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, au bout d'un moment, ce mot devient une sorte de hashtag un peu à la mode, qu'on peut utiliser dans tous les sens pour attirer à peu près tout le monde. Et c'est un peu l'objectif aujourd'hui de cette table ronde, de discuter autour de cas concrets pour pouvoir démontrer ou montrer à la fois qu'est-ce que le design thinking, comment on peut l'intégrer dans des grands groupes et quel apport il peut offrir à une compagnie qui le met en mouvement. Voilà, donc je vais laisser la parole à nos différentes personnes. Donc je veux bien... Étienne, tu veux te présenter d'abord? Honneur aux dames. Alors, honneur aux dames, je t'en prie. Donc bonjour à tous, je suis Catherine Smet, je travaille donc chez Saint-Gobain, précisément dans le pôle de distribution bâtiment, France donc, puisque Saint-Gobain est mondial. Vous pouvez voir, ah non pas encore, Pas mais... encore. Donc mon poste était lead développeuse front-end, principalement, puis designer UI/UX. Donc en fait, ce poste, c'était un poste que j'ai quitté il y a quelques semaines. Et aujourd'hui, je suis plutôt business designer au sein d'un nouveau service du e-business. Et en fait, ce nouveau service, c'est un peu lié au sujet d'aujourd'hui. Donc je pourrais y revenir. Et donc je vais passer la parole à Étienne. Bonjour, Étienne Dufresnoy, donc Sodexo. Donc moi, je travaille pour un segment de clients particulier chez Sodexo, qui est le segment entreprise, parce qu'on est segmenté en typologie de clients. Je travaille au niveau global, et l'approche que je vais vous montrer, elle est sur un niveau mondial. Et le petit point donc juste à retenir, Sodexo, c'est pas juste les cantines, hein, on les connaît souvent par ça, mais c'est un intégrateur de services complets, donc on a plus d'une centaine de métiers de services, mais c'est également les Sodexo Pass avec les passes restaurants, c'est également aussi pas mal de services directement à la personne, tels que des auxiliaires de vie, des crèches, de la conciergerie. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, Sandra Di Giovanni. Donc moi je suis responsable du pôle innovation RSE et numérique chez AFNOR Certification, qui est une des entités du groupe AFNOR. Donc je vais parler uniquement au nom de cette entité-là, puisqu'il y a d'autres choses qui se passent dans le groupe, mais je ne suis pas forcément au courant de tout. Moi j'ai travaillé pendant plusieurs années sur la relation et l'expérience client jusqu'en 2014. C'est à cette occasion que je me suis intéressée au design thinking, mais bon, je détaillerai après. Et depuis 2015, donc, je travaille plus particulièrement sur l'innovation et sur les thématiques de la responsabilité sociétale et de la confiance numérique pour développer des prestations qui se veulent innovantes sur ces sujets. Ok, merci. Alors je veux bien faire un deuxième tour de table sur la définition, votre définition du design thinking. Voilà, et ce qui vous a intéressé dans cette méthode, pourquoi vous l'avez lancée finalement, ou vous l'avez portée d'une certaine manière. Alors du coup, Sandra, tu veux commencer? Alors moi, je ne l'ai pas encore vraiment portée, malheureusement. Mais donc en 2014, moi c'était, alors je sais pas exactement, j'ai pas retenu la date que tu évoquais tout à l'heure. 2006, mais c'était très.
Voilà, moi, en 2014, j'ai commencé à m'intéresser au sujet, donc dans mon métier sur la relation client, parce que j'accompagnais déjà pour AFNOR Certification des entreprises qui voulaient développer des référentiels, ce qu'on appelle de certification de service, donc qui portent sur vraiment des engagements qu'ils prennent vis-à-vis de leurs clients, et donc ils sont censés travailler sur l'expérience client et sur tout le parcours client. Donc je les accompagnais depuis quelques années sans vraiment de méthode. J'ai une formation en qualité, environnement, sécurité, donc on apprend pas mal de méthodes de réflexion, de brainstorming, etc. Donc spontanément, il y a des choses finalement que j'appliquais, que j'ai découvert que c'était du design thinking, mais pas forcément toutes les étapes. Donc je cherchais des outils pour consolider un petit peu cet accompagnement, sans savoir qu'après j'allais basculer sur l'innovation. Donc c'est vrai qu'à l'époque, j'entendais beaucoup parler de ce que faisait Laurence Baudy. Donc j'avais envie de suivre cette formation. Moi, ça m'a convaincue, sauf qu'après, comme j'ai switché, c'est passé un petit peu de temps. Et c'est pour ça que chez nous, on ne l'a pas encore vraiment développé. On l'utilise un petit peu au cas par cas. Et comme je te le disais, on prend des morceaux, des briques, mais pas forcément la méthode dans sa totalité. Ok. Alors la définition, pardon, Ouais. je me suis un peu perdue. Donc pour moi, ce qui me plaisait, c'était justement que c'était un outil qui comprenait vraiment toutes les étapes de créativité et un outil qui pouvait vraiment servir à plein de choses, que ce soit de la résolution de problèmes, de l'amélioration, justement de l'innovation. On a vraiment tout ce qu'il faut pour réfléchir, donc brainstormer de façon un petit peu large d'abord, ou dans une phase où tout est possible, et puis après de fonctionner un petit peu en entonnoir pour arriver à du prototypage, à du test, l'itération, avant de livrer sur le marché, et en faisant tout ça avec notre écosystème. Donc finalement, dans la méthode, je retrouvais vraiment tout ce qui me convenait pour pouvoir travailler sur mes projets. Ok, je veux juste rebondir. Donc, en quelque sorte, finalement, le design thinking, tu y es arrivé sans t'en rendre compte. Un peu comme Monsieur Jourdain, etc. etc. Voilà, mais sans tout faire. Voilà. Je ne faisais pas forcément, encore une fois, les étapes du design thinking. Ouais. Hein. C'est juste qu'en effet, il y a des choses, je pense, spontanément. Quand on réfléchit un peu, on y va parce que ça paraît logique de travailler comme ça. Pragmatique, ouais. Oui. Ok, merci. Alors, quant à moi, ça ne fait pas plusieurs années comme toi, Jérôme, ça fait juste plusieurs mois que je fais du design thinking. Mais avant le design thinking, j'ai beaucoup travaillé avec des méthodes de co-création pour vraiment co-construire. Et on en retrouve quelques-unes dans le design thinking qui sont utilisées. Mais c'est beaucoup plus que ça, le design thinking. Et c'est avant tout, pour moi, ce qu'il faut retenir, c'est une méthode. Et c'est une méthode de résolution de problèmes qui est en vue d'une amélioration ou d'une innovation sur des services ou des produits. Ça fonctionne pour moi aussi bien sur des services que des produits. D'ailleurs, on l'a expérimenté plus sur des services pour notre part. Et le point clé là-dedans, c'est que cette innovation et cette amélioration de service, elle passe vraiment par l'expérience utilisateur. C'est vraiment la clé, le point d'entrée du design thinking, c'est l'expérience utilisateur. Merci. Non, enfin, j'avais pas de réaction particulière, effectivement. L'expérience utilisateur, oui, le service et le produit, effectivement, sont deux secteurs sur lesquels on peut s'appuyer. On verra aussi comment le design thinking peut certainement participer à transformer l'organisation au-delà même des solutions qu'elle génère. Donc pour moi, la définition du design thinking, c'est essentiellement un mode de pensée qui vient du design, comme son nom l'indique. Et en fait, le design, c'est quoi? C'est la capacité qu'on peut avoir à sortir de son champ du quotidien, de sa zone de confort, en fait. Parce que le design, ça permet de réfléchir à une problématique qui est liée à un contexte, qui est liée à un usage. Et comme mes amis de table ronde le disent, c'est extrêmement lié à l'expérience client, l'expérience utilisateur. C'est vraiment aujourd'hui le nerf de la guerre. Et je pense aussi que le design thinking est un moyen de vraiment l'exploiter, le travailler et en sortir une solution viable pour les utilisateurs finaux. Voilà. Ok, merci. Alors super, 3 définitions du design thinking, on voit qu'elles se complètent.
Maintenant, si je vous demande comment cette méthode, qui est une méthode quand même plutôt américaine au départ, vous avez réussi à l'intégrer dans des compagnies, dans des grandes structures qui sont en général assez structurées forcément, assez parfois silotées, voilà, c'est le mot qu'on utilise. Comment vous avez pu utiliser cette méthode de la transversalité, cette méthode de la multidisciplinarité, cette méthode où on mutualise les ROI, les budgets, les services, etc., etc. Donc comment vous avez aujourd'hui, concrètement, sur les démarches et les initiatives que vous avez menées, implémenté le design thinking? Tu veux reprendre la main? Génial. Alors, moi, je répondrai tout simplement, je suis passée par un petit trou de souris, dans la mesure où, bon, les choses, quand on annonçait design thinking, bon, ça parlait à personne et on ne savait pas vraiment ce que c'était. Donc, de mon service de la direction des opérations digitales, qui était précédemment lié à la DSI, donc c'était un service très opérationnel pour développer des solutions prêtes pour le terrain et notamment des choses qui devaient être produites en un laps de temps très défini. Donc le design thinking dans ce mode de fonctionnement, c'était assez difficile. Ce qui s'est passé, c'est que en fait, je me suis entourée notamment là précisément sur mon terrain, de chefs de projet qui étaient très à l'écoute en fait des problématiques qu'on pouvait traverser, notamment principalement c'est le silotage. C'est-à-dire que le projet il passe par le marketing, puis ensuite par des décisionnels, et puis par le pricing, et puis après c'était d'autres choses, et enfin nous le développement qui étions en bout de course, quoi. Et donc ensemble avec des chefs de projet, on a cherché à reprendre en fait le cycle de production et revenir en amont à challenger, poser des questions et ne plus passer au comment faire, mais dire pourquoi faire. Et là, on a commencé à rééchanger, à reprendre les conversations avec les décisionnels et avec le marketing pour revenir à des choses de brainstorming, de créativité, d'ouverture d'esprit en fait. Et c'est en fait sur le terrain, de manière très pragmatique, qu'on a commencé à insuffler et diffuser en fait le design thinking, tout en ne parlant pas trop de design thinking, parce que c'était pas quelque chose qui était identifié et identifiable pour le moment, dans un premier temps. Après, on en parlera. Ok. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tu pratiques le design thinking sans le dire, voilà. Alors ça a un peu évolué maintenant, pardon, ça a un peu évolué, mais c'est vrai que en termes de temporalité, c'est vrai que moi j'ai commencé à faire du design thinking il y a quelques mois en fait, en annonçant nous allons faire un atelier design thinking entre parenthèses lié à telle ou telle problématique. Voilà. Ok. Quelles sont les phases concrètement que tu mets en place aujourd'hui? Donc il y a des ateliers, il y a peut-être du terrain. Voilà. Alors effectivement, en fait, dans un premier temps, on définit une problématique. Et plus large la problématique sera, mieux elle va fédérer, et mieux, en fait, mes collègues, mes collaborateurs s'y retrouveront et vont adhérer. Donc les problématiques, alors nous c'est lié au digital, hein, notamment pour les sites web. Donc c'est comment augmenter le nombre de commandes, comment améliorer la prospection, comment, en termes de refonte de site, dans quelle stratégie allons-nous inscrire telle ou telle refonte de site. Donc c'est des sujets relativement concrets liés au digital. Et alors par contre, excuse-moi, j'ai oublié la question. Non, mais tu y as répondu. La question c'était comment effectivement tu le mets en mouvement, tu le mets en place. Ah oui. Et en plus on a vu sur quel sujet, donc ce qui est top. Étienne, tu veux prendre la main? Allez, go. Merci. Alors, Merci. pour notre part, il y a une évangélisation design thinking qui se fait de plusieurs années, depuis 2006. Ça, j'étais pas non plus au courant parce que ça fait 1 an et demi que je suis chez Sodexo. Mais on a une équipe digitale et une équipe innovation qui pousse beaucoup le design thinking, qui fait beaucoup de formations et qui prend les initiatives pour mandater des cabinets spécialisés en design thinking pour accompagner les équipes. Et nous, on a été également accompagnés par un cabinet pour notre démarche. Et donc, j'y suis arrivé un petit peu par hasard. C'était aussi le truc à la mode chez Sodexo et ça a bien marché. On a réussi à le vendre. Et
pour dire comment c'est utilisé chez Sodexo, avant de vous présenter, il va falloir fermer la porte avant que tout le monde parte, parce que j'ai un slideshow de 40 slides. Je rigole. On l'utilise à différents niveaux. On l'utilise pour des petits projets, pour des optimisations de services. Là, je pense à Sport et Loisirs, par exemple, qui gère des stades, Cité de la musique, donc des événements événementiels grand public. Ou là, sur des problématiques de queue sur des caisses, sur des problématiques de services, d'accélération de services, il y a des petites équipes qui ont été formées au design thinking du métier, qui vont sur le terrain et en 3-4 jours, qui vont craquer et optimiser ce service. Et ensuite, on l'utilise à différents niveaux, et ce que je vais vous présenter là juste maintenant, c'est beaucoup plus gros, et on a vraiment voulu en fait essayer de se réinventer. Et c'est un projet qui a duré quand même 8 mois. Et sur 8 mois, on est au milieu, au milieu du gué, parce que là, on va rentrer vraiment dans la phase de développement. Et ce projet qu'on a lancé, c'est ce qu'on a appelé Digital IFM Offers, qu'on voulait réinventer nos offres d'IFM, donc IFM pour Integrated Facility Management, donc c'est l'ensemble des métiers du Facility Management, tels que le nettoyage, qui est un des plus classiques. Et le postulat de base, c'était comment réinventer nos métiers de l'IFM, donc le métier par exemple du nettoyage, avec l'apport du digital. Donc, je vais vous présenter rapidement la démarche que l'on a eue pendant ces 8 mois. Et cette démarche, on s'est recalé avec Jérôme, il était d'accord avec moi, c'est cool. Et c'est très inspiré des fondateurs initiaux basés en Californie, IDEO. Il y a des belles vidéos d'ailleurs d'introduction, je vous invite à regarder sur YouTube, IDEO, I-D-E-O, qui sont vraiment les premiers penseurs du design thinking, c'est les pionniers, avant Jérôme en France. Et il y a vraiment 3, à mon sens, c'est la lecture que je porte, il y a 3 grandes phases dans une approche qui va vraiment démarrer de zéro, de A, qui est la phase d'exploration. Et une fois qu'on a bien exploré, qu'on a bien compris l'expérience utilisateur, on passe dans cette phase d'idéation et même de sélection. Donc c'est la fameuse phase de divergence et convergence qu'on a dans toutes les méthodes de création. On va aller générer par plein de méthodologies, brainstorm, etc., plein d'idées pour aller en sélectionner les meilleures. Et on finit par le test and learn. Alors c'est quasiment la seule partie que je n'ai pas réussi à traduire. Le test et apprendre, sinon, mais c'était pas très sexy. Itératif, quoi. De manière itérative, mais l'itératif, il est même, à mon sens, imbriqué dans le design thinking et sur toutes les étapes. Ouais. Donc pour revenir à la première phase d'exploration, pour tout projet, il faut pouvoir le cadrer. Il faut pouvoir cadrer ce qu'on veut faire et le point de départ. Donc le point de départ, je vous en ai déjà donné un petit peu tout à l'heure, avec la fameuse question de départ qui était pour nous comment réinventer notre offre FM avec l'apport du digital. Et on s'est donné comme ambition, parce qu'on travaillait pour un segment avec des grands comptes stratégiques qui étaient sur tous nos pays et qui sont demandeurs d'innovation, énormément de demandeurs d'innovation. Et donc on s'est dit, tiens, on n'a jamais fait de design thinking, donc on va se lancer là-dedans, c'est top, et puis juste pour s'amuser, on va le faire sur 3 continents. Et puis dans la même approche, on ne va pas non plus le faire juste pour un type d'utilisateur, on va le faire pour 3 types d'utilisateurs. Et puis on ne va pas faire juste une thématique, on ne va pas faire juste le nettoyage, on va en faire 3. Voilà, c'était juste, on n'aime pas faire compliqué chez Sodexo, mais par contre on a réussi à le faire quand même. Donc on a eu 3 thématiques, dont le nettoyage, on avait les outils de reporting globaux aussi à traiter, et on avait une autre thématique qui était l'utilisation des espaces. Je l'ai perdu. L'utilisation des espaces dans les entreprises, donc ce qu'on appelle le Workplace Experience. Donc 3 continents, Asie-Pacifique, toute l'Europe, et malheureusement ça a été que les Amériques du Nord, il devait y avoir un petit peu de latam, mais ça s'était pas fait, parce qu'il y a eu un petit ouragan qui était passé par là. Et 3 types de personas, 3 cibles clients qu'on a visés. D'ailleurs, ce n'est pas que des clients. Le client signataire de nos contrats, parce que si on n'arrive pas à le satisfaire, on n'arrivera jamais à avoir plus de services.
On a également nos consommateurs finaux, d'accord, parce que là, c'est les 100 millions de personnes qu'on sert au quotidien, il faut les satisfaire. Et la dernière personne, c'était aussi prendre en considération les gens qui font le service. Et donc, c'était l'interne Sodexo. Donc, à chaque fois, chaque thématique a été abordée sur ces 3 typologies de personnes. Une fois que le cadrage était fait, on est passé à la phase d'observation. La phase d'observation, c'est, à mon avis, la phase la plus clé, et peut-être celle qu'on a sous-estimée, qu'on n'était peut-être pas suffisamment fort sur cette phase au démarrage, par découverte aussi du processus. Et cette phase d'observation, c'est véritablement aller sur le terrain, et pas présumer, parce que j'ai 20 ans de métier, 10 ans de métier, que je sais. Je présume que je sais, parce que je l'ai vécu quand j'étais petit. Non, c'est aller sur le terrain et observer avec beaucoup d'humilité, questionner, échanger avec les gens qui sont sur le terrain, qui le vivent au quotidien. Et ça, c'est à mon avis très clé. Et ensuite, on est passé à cette phase de créativité. Alors, je l'ai volontairement mis entre exploration et idéation, parce que cette phase de créativité, où on a fait donc des ateliers, workshops dans chaque continent de 3 jours, à ce moment-là, on a également fait un peu d'exploration. D'accord ? Où on a recreusé sur nos personas, où on les a vraiment creusés, où on a essayé de mettre le maximum d'empathie possible pour vraiment comprendre leur expérience utilisateur et leurs points difficiles, leurs pain points, pour vraiment savoir où il fallait véritablement agir et être demain lancer le nombre d'idées les plus pertinentes là où c'était le plus de cette efficace. Et une fois qu'on avait ces pain points, on a pu véritablement lancer toute la créativité. Donc on voit que c'est vraiment un tout petit bout, la créativité, et toutes ces méthodologies de co-création qu'on pouvait trouver, et qu'on trouve toujours un peu partout dans la littérature. Pour ensuite, donc après avoir fait la divergence, arriver sur la convergence et sélectionner les idées clés. Et parce qu'on a travaillé sur 3 continents, et que l'on voulait des produits et des améliorations de services, réinventer nos offres de manière globale, il fallait mettre d'accord tous ces continents. Parce qu'on avait fait 3 workshops de 3 jours, et on avait 60 idées derrière qui avaient été sélectionnées. Mais il fallait sélectionner les 3 qu'on allait véritablement travailler. Donc on a eu une délégation de chaque continent, et on a fait un workshop dit de réconciliation. Donc ça, c'est propre à notre problématique, hein, parce que sinon c'est pas nécessaire, la sélection suffit. Où chacun a défendu ses projets, et on a véritablement mis des critères pour pouvoir sélectionner les projets qui étaient les plus pertinents d'un point de vue global. Et une fois qu'on avait cette sélection, là on passe dans la phase test and learn, et on a pu produire, dans la phase test and learn, il y a une roadmap, ça c'est plus pour une deuxième phase, avec 11 projets qui vont s'étaler sur 18 mois. Et surtout, cette phase test and learn qu'on a commencé avec 3 idées. Et là, c'est une phase que nous, on a appelée maturation. On reste dans la théorie, on reste en chambre. C'est pour ça qu'on a appelé ça maturation. D'une idée, on essaye de le transformer en véritable projet. Où on va approfondir les prototypes qu'on avait déjà travaillé dans la phase de créativité. Où là, on va vraiment aller beaucoup plus loin sur le prototypage, avoir des exemples, des mock-ups d'applications, par exemple. Et dans ce prototypage, et c'est vraiment en lien avec le test and learn, c'est qu'on a été tout de suite voir les utilisateurs. Les utilisateurs qui allaient avoir ça dans les mains. Donc ça a été juste pour le nettoyage, jusque l'agent de nettoyage qui fait la tournée de tous les étages, pour lui montrer, voilà l'application que tu auras demain collée sur ton chariot. Comment tu réagis, comment tu t'adaptes, comment tu le perçois. Donc on a vraiment cette phase test and learn et le retour à l'observation terrain. Comment les gens réagissent à l'idée qu'on leur a donnée. On a approfondi à ce moment-là également la technique, la faisabilité technique. Donc là, c'était majoritairement informatique. Et qu'est-ce qui était faisable mondialement, voilà. Et on voulait aussi être assez impactant. Donc on a rajouté également un brief marketing pour vraiment avoir une bonne synthèse sur la vision qu'on voulait donner au projet à la fin, comment on allait pouvoir le commercialiser, comment on allait pouvoir le vendre, comment on allait pouvoir le chiffrer, le pricer aussi. Donc c'est vraiment toute cette phase. Et là, on est à cette phase de développement et pilote, où là, on rentre dans la vraie vie, j'ai envie de dire. Où là, on va commencer à
programmer, à véritablement tester sur site avec des choses qui fonctionnent. Donc ça, c'est une phase qu'on est en train de lancer. On est, la phase que vous voyez des maturations d'idées a été finie le 22 décembre, donc c'était tout chaud. L'idée, c'est vraiment de le faire en mode agile, Scrum, pour pouvoir sortir, une fois qu'on a donné le go avec le bon project owner, de pouvoir sortir quelque chose un premier ce qu'on appelle un MVP, Minimum Viable Product, en 12 semaines. Voilà. Le processus de A à Z. Ok, merci Étienne. Tu as fait un zoom sur le processus du projet long, qui est un projet accompagné par une compagnie conseil. On a compris qu'il y avait aussi des processus plus courts qui étaient menés en interne. On a pu parler tous les deux d'évangélisation. Donc en interne, une évangélisation par la formation au design thinking qui permet à chaque collaborateur de pouvoir s'accaparer cette partie design thinking. Et le KPI que tu n'as pas donné, ce projet, c'est 8 mois, c'est ça? Oui, 8 mois. De production. Ok, merci. Sandra, je te passe la main. Merci. Merci. Alors nous, on n'a pas été aussi loin dans le déploiement du design thinking. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Moi, quand j'ai fait ma formation, alors, c'est vrai que nous, on a la chance à FNOR de façon très ancienne, c'est un peu dans notre ADN, de travailler avec notre écosystème. Que ce soit pour faire des normes, pour faire des évaluations, des certifications, tout autre produit. En général, on ne travaille pas tout seul, on travaille avec l'écosystème. Donc déjà, ça, c'était une bonne base pour travailler avec la méthode de design thinking. L'autre avantage, c'est qu'on aime bien les projets participatifs dans le groupe et dans ma business unit, à FNOR Certification, c'est-à-dire se dire, on implique les salariés, le personnel pour réfléchir sur une problématique ou sur l'amélioration de nos activités. Donc après ma formation, j'ai eu la responsabilité d'un chantier pour améliorer l'expérience de nos clients cette fois-ci. Donc je me suis dit, tiens, ça va être une bonne occasion pour pouvoir tester justement la méthode. La problématique, c'est qu'on m'avait déjà donné un projet qui était très cadré au niveau durée, au niveau étape chronologique, qui ne collait pas forcément avec celle du design thinking. Vous l'avez dit, je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, on est quand même des organisations encore très en silo. Donc c'est vrai qu'il y avait le CODIR à chaque étape qui revenait. Donc il fallait que je fasse avec ces petites contraintes d'organisation. Donc on est parti d'une observation, il y a eu une étude auprès de clients et de prospects, de clients perdus. Alors on a essayé de faire aussi nos personas au travers de différents profils justement qu'on avait identifiés parmi nos cibles pour les écouter. Alors, c'était vraiment une étude qualitative. L'objectif, c'était vraiment de les écouter sans trop les aiguiller pour savoir quelles seraient leurs attentes en termes d'expérience dans leur relation avec AFNOR Certification. Donc ça a donné des choses très très larges, que ce soit du basique, c'est-à-dire des choses où si ce n'est pas fait, ce n'est même pas compréhensible de la part d'un client. Des choses à valeur ajoutée qui peuvent faire la différence par rapport à des concurrents, et puis des choses un peu plus pour vraiment être sur l'effet waouh dont on parle aussi beaucoup. Donc on avait toute cette matière pour brainstormer, et j'avais un chantier donc avec pas mal de collaborateurs qui en plus sont pour la plupart en contact quotidien avec les clients. Donc il y avait aussi le retour bien sûr et cette vision client qu'on perd un peu quand on monte dans les strates de l'entreprise. Donc on a pu vraiment brainstormer de façon très large sur tout le champ des possibles. Et puis à un moment, quand on est vraiment passé, alors ça c'était plutôt les deux premières phases, les deux premières phases jusqu'à la créativité. Après, à un moment, il a fallu redescendre sur terre et donc prendre en compte nos contraintes d'organisation, nos contraintes financières, voilà, puisqu'on ne m'avait pas demandé de faire de la conduite de changement, mais de prendre des engagements pour nos clients. Donc déjà, ça réduisait un petit peu le périmètre. Et puis ensuite, on a essayé de tester un petit peu des choses dans des pôles pilotes pour identifier des indicateurs, des choses comme ça. Mais on n'est pas allé jusqu'à les tester directement auprès de clients.
Et en fait, là, on en est dans la phase de déploiement, mais qui a été reprise en charge par le CODIR. Donc, moi, je ne leur avais pas présenté les choses sous l'angle design thinking parce que quand j'ai fait ma formation donc en 2014, je pense que même si ça datait déjà d'un certain temps, en tout cas dans certains pays, c'était pas forcément quelque chose qu'on connaissait. Enfin, moi, ma RH m'a dit, bon, ok, tu veux faire une formation design thinking, ok, bon, ben, voilà, sans avis sur la question. Et c'est que depuis très récemment, finalement, dont on m'en parle, on me dit, ah, mais tiens, toi, t'as pas fait une formation design thinking? Parce que c'est vraiment devenu à la mode, comme si c'était une solution magique pour résoudre tous les problèmes. Donc, à l'époque, j'avais pas appelé ça du design thinking. Donc, deuxième opportunité pour moi de mettre en place la méthode, c'est que quand j'ai été formée à l'innovation, l'objectif c'était de déployer l'innovation en interne au sein d'AFNOR Certification, avec des enjeux aussi forts hein, pour se disrupter sur nos activités. Et du coup, la première étape, ça a été l'innovation participative. Donc là encore, je n'ai pas parlé de design thinking et je n'applique absolument pas toutes les méthodes, mais ça permet d'avoir cette créativité, ce foisonnement un petit peu large, et après, par effet entonnoir, de pouvoir faire des choix, tester un petit peu, au moins en interne. Donc là, on en est à des étapes où pour l'instant, on n'a pas justement été jusqu'au POC ou jusqu'au prototypage pour tester auprès des clients, mais l'objectif, il est bien là. Puisqu'on est en fait avec cette démarche d'innovation participative, on est allé aussi jusqu'à l'open innovation et donc ça va être les étapes suivantes pour déployer la méthode, sachant que du coup tout bouge un petit peu, que ce soit au sein d'AFNOR Certification et au sein d'AFNOR plus largement. Et c'est vrai que mon responsable aussi qui est sensibilisé à ces méthodes, on a évoqué de pouvoir former d'autres chefs de produits, d'autres pôles, parce que c'est vrai que la difficulté c'est d'être la seule à connaître la méthode. C'est difficile d'embarquer les gens. Comme je ne l'ai pas énormément pratiqué, j'aimerais être accompagnée pour pouvoir sensibiliser les équipes et aussi pour que ça ait plus de poids, parce qu'on sait bien que ce qui vient de l'externe est toujours mieux entendu. Puis en parallèle, comme dans le groupe, il y a des personnes justement qui sont en charge de ce que vous évoquiez, l'introduction, comment revoir nos métiers au regard du numérique. C'est vrai que ça diffuse aussi dans tout le groupe. Et donc, ça va faire un effet d'entraînement pour que chacun puisse déployer. Alors la méthode, ou en tout cas les outils qu'on jugera utiles, parce que finalement, il ne faut pas oublier que c'est qu'une méthode et que peut-être il faut aussi la teinter d'une couleur, entreprise ou d'une couleur de savoir-faire interne. Ok, merci. Tu parlais d'évangélisation. C'est un point que je vous voyais tous hocher de la tête. Je veux bien avoir votre avis sur l'évangélisation. Comment ça se passe? Qui sont vos sponsors aujourd'hui? Quels seront vos sponsors demain? Et par quels moyens vous évangélisez aujourd'hui? Sachant qu'effectivement, vous êtes les porteurs aujourd'hui de la démarche ou de son initialisation. Pardon. Tu veux? Ouais. Alors en fait, c'est relativement simple, c'est-à-dire qu'il faut utiliser les moyens qu'on a, c'est-à-dire les moyens de l'entreprise, dont la hiérarchie. Donc je pense qu'on a tous un poids sur nos têtes d'une certaine manière qu'on a complètement accepté, qu'on assume et tout, c'est la hiérarchie. Donc tout simplement, il faut trouver des ambassadeurs de poids. Ça peut commencer, comme je racontais au départ, par des chefs de projet. Et puis après, au fur et à mesure, monter les strates. On parlera, je pense, sans doute de crédibilité, c'est-à-dire qu'il faut se rendre absolument crédible au fur et à mesure de la méthode, au fur et à mesure des ateliers. Donc c'est absolument mesurer les résultats, donc ça je pense qu'on y reviendra aussi. Et c'est donc notamment pour aller voir des personnes hautes, donc N+1, N+2, N+3, enfin bon, on peut aller jusqu'au N+12. Mais en fait, essentiellement, c'est avoir une feuille de route claire, précise, hyper définie dans un contexte business, essentiellement, puisque c'est ça qui va leur parler. Et en même temps, à mon niveau, donc simple business designer aujourd'hui, c'est parler au maximum autour de moi, auprès de mes collaborateurs,
Ça peut aller de la machine à café pour ah bah tiens, tu as telle problématique, moi je peux te proposer tel ou tel atelier ou telle forme ou tel outil pour travailler ensemble parce que c'est essentiellement collaboratif. Et aussi préparer des ateliers, donc proposer des sujets pour animer, pour évangéliser aussi, donc diffuser et aussi convaincre les collaborateurs, quels qu'ils soient. Il faut absolument que le design thinking, je pense que, enfin, vous direz la suite, mais c'est absolument important que le design thinking puisse se diffuser à toutes les strates de l'entreprise. Bien évidemment, il va falloir un aval, il va falloir une validation de la hiérarchie, des supérieurs, pour encadrer les choses. Un projet de 8 mois, j'imagine qu'il ne s'est pas fait de manière clandestine, mais c'est sûr que l'évangélisation, c'est une chose essentielle à faire, mais qui est limite intrinsèque à la démarche. Parce que la démarche, à travers la démarche de design thinking, à travers les ateliers qu'on peut animer, les gens vont être convaincus, les gens vont y croire, les gens vont pouvoir se transformer à travers des ateliers de créativité, vont se dire « Ah mais attends, mais c'est assez incroyable, tu m'as permis de sortir de ma vision métier, tu m'as permis d'acquérir de nouvelles capacités à trouver des solutions par moi-même, alors qu'avant, je n'aurais pas imaginé pouvoir le faire. » Donc il y a finalement un côté très humain qui fait que ça va se rattacher à des missions professionnelles et à des capacités qui vont être extrêmement positives pour l'entreprise. Et ça, il ne faut pas hésiter de le dire, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment imaginer quand on parle de design thinking. Donc une dernière chose, c'est que moi, au sein de Saint-Gobain, j'ai la chance en fait d'être dans une entreprise qui est très très innovation. Il y a un pôle R&D très fort, donc on travaille beaucoup sur l'expérimentation, on sait ce que c'est que l'empirique. Donc le design thinking, c'est une démarche relativement empirique encore aujourd'hui, et qui se poursuit dans l'empirique. Et j'ai pu avoir en fait un soutien assez solide de supérieurs. Alors c'est simple, hein, c'est N+1, N+2. Pour l'instant c'est ça, et je continue à progresser, à faire mon petit chemin. Mais au fur et à mesure, j'ai des ambassadeurs qui ont fait des ateliers, qui savent de quoi on parle, qui connaissent la valeur ajoutée du design thinking. Et maintenant, comme je disais tout à l'heure, je peux dire, faisons un atelier design thinking, les gens savent ce que ça veut dire. Et ça, c'est essentiel. Ok, merci. Vas-y, tiens. Alors je vais parler pas comme évangélisateur, mais comme personne qui a été évangélisée. Et en fait, je pense que le design thinking a commencé véritablement il y a 2-3 ans chez Sodexo, et je dis ça avec des pincettes parce que j'y étais pas, mais c'est un ressenti. Et c'était une véritable vue de l'équipe innovation qui en était convaincue. Et comment ils ont fait pour évangéliser? Alors, ils diffusaient un petit peu l'information du design thinking lors de prises de parole, où ils vulgarisaient en même pas 5 minutes pour dire c'est quoi le design thinking, c'est 3 étapes clés, exploration, idéation, test and learn. Et ils s'arrêtaient là, ils semaient des graines. Et ensuite, ça s'est véritablement développé par 2 canaux. Le premier, c'est d'avoir eu l'opportunité de lancer quelque chose en se faisant accompagner au démarrage par des cabinets, avec des mises en place de processus qui ont fonctionné. Et nous, pourquoi on a réussi à faire celui-là? Parce que juste avant, il y avait un autre segment de clients qui est toutes les plateformes marines et pétrolières qui ont travaillé sur comment optimiser la vie sur les bases vie en design thinking dans une approche aussi monde. Et ça a fonctionné. Ils ont eu des idées, ils ont même fait le test and learn, ils ont développé des produits, ils les ont lancés, ça a marché. Et suite à ça, quand on est arrivé en disant tiens, on voudrait faire du design thinking à notre CEO, a été voir la CEO juste à côté, ils se sont parlé et c'était fait. Donc il y a vraiment cette preuve que ça fonctionne et que ce n'est pas une simple usine à gaz. Et le deuxième axe qu'ils ont utilisé, c'était de commencer à former les gens. Mais c'était de former même en deuxième temps.
vous avez expériencé. Moi, j'étais formé au design thinking après avoir, début décembre, après avoir fait toute cette démarche. Et je pense que c'était encore plus riche. Parce que sur cette pratique, et il y a différentes manières en plus de pratiquer. Il y a plein de variantes, comme tu le disais. Il y a plein de petits paramètres qu'on peut ajuster selon les étapes, plein de méthodes, plein d'outils, une boîte à outils énorme à l'intérieur du design thinking. Et je trouve que c'est assez important d'essayer de le vivre et de se faire accompagner et ensuite de se former. Et je pense que c'est effectivement très compliqué, je ne veux pas être dans tes baskets, mais être formé, essayer de faire soi-même, ça ne doit pas être évident. Et de convaincre en interne, ça ne doit vraiment pas être facile. Donc voilà, c'est un petit peu la méthode que l'équipe innovation a pris pour évangéliser. Ok, merci. Merci. Moi, je suis à une phase où finalement, là, c'est bien parce que ça commence à diffuser, justement. Alors, je pense que la diffusion vers le haut est hyper importante, en effet, parce que si le projet, en effet, il n'est pas conçu, entre guillemets, en se disant on va appliquer du design thinking pour travailler sur l'innovation, pour travailler sur l'expérience client, pour résoudre des problèmes de management ou autres dans l'entreprise, c'est compliqué après de coller la méthode en récupérant les morceaux, ou alors, comme je l'ai fait, on en prend uniquement des briques. Et ça peut être dommage parce que du coup, on n'arrive pas à capitaliser finalement sur l'utilité d'avoir cette méthode dans sa globalité, voire d'avoir cette méthode tout court. Donc c'est vrai que c'est important de sensibiliser vers le haut. Donc comme finalement on est plusieurs maintenant dans mon département innovation, donc avec mon responsable qui connaît un peu cette méthode et qui a envie qu'on l'applique, je m'appuie aussi sur lui pour diffuser vers le haut. Mais la diffusion aussi chez nous se fait de façon transversale. Comme on est plusieurs business units, c'est vrai qu'au niveau du groupe AFNOR, il y a une entité un peu chapeau, avec des fonctions support qui appliquent déjà aussi un petit peu le design thinking, notamment au département marketing et études, soit avec des cabinets extérieurs, soit en pratiquant dans leur brainstorming, par exemple dans la méthode Lego, etc. Ils adjoignent du design thinking, dans un sens ou dans l'autre en tout cas. Il y a aussi au niveau du groupe un groupe de réflexion et de mise en œuvre de la transformation digitale. Donc là aussi, je pense que ça va permettre de diffuser un petit peu dans toutes les strates, notamment au niveau du COMEX. Et finalement, c'est après que ça va pouvoir boucler avec le management de chacune des business units. Dans les autres business units, il y a des personnes qui se sont formées à l'innovation, au design thinking, voilà, un petit peu comme moi, en aparté, parce qu'elles ressentaient l'utilité de ces méthodes et puis la nécessité de faire bouger les choses. Et petit à petit, tout ça est en train de mailler. Et puis après, il y a la distillation, je dirais, vers le bas. Mais là, pour moi, c'est presque ce qui est plus facile, puisque c'est pouvoir former les équipes à la méthode. Après, moi, je vois bien que toutes les équipes, chaque fois qu'on les fait travailler ensemble, elles adorent ça. Elles se sentent évidemment valorisées dans leur métier. Et puis, outre l'humain, il y a vraiment cette richesse à pouvoir, à un moment donné, rêver, entre guillemets, à toutes les solutions possibles. Alors, ça demande du temps. Là aussi, c'est pour ça que c'est nécessaire que la direction attende peut-être un peu moins de ROI rapide et se disent, ça prend du temps. Il peut y avoir des propositions qui paraissent un peu loufoques au début parce que très, très éloignées du quotidien ou très, très éloignées des pratiques. C'est pas forcément pour ça qu'on va les conserver d'ailleurs, mais cette bulle d'oxygène tout au début de la méthode, finalement, elle fait du bien et c'est là où vraiment on a des propositions à forte valeur ajoutée qui permettent après grâce à cette méthode, d'être construite finalement. Donc moi, cette diffusion-là, elle ne me fait pas peur. C'est plus la diffusion vers le haut que je trouve complexe. Parce que convaincre de l'utilité d'un outil, en effet, il faut pouvoir vraiment l'appliquer jusqu'au bout pour avoir des résultats concrets. Vas-y. Si je peux rajouter, je suis vraiment d'accord. C'est convaincre le haut parce qu'on comprend le design thinking pas juste en ayant lu un article sur le design thinking. Il faut le vivre. Mais il faut le vivre, oui, effectivement. Et
il y a une partie que j'en faisais référence tout à l'heure, il y a une partie que le management a du mal à interpréter et assimiler, c'est cette phase d'observation. Et souvent, on va penser, oui, allez, vas-y, lance un atelier de créativité, on est parti. Oui, mais cette phase d'observation, au même titre que la phase de cadrage, dans beaucoup de projets, je ne sais pas si vous avez vécu ça, des projets même classiques, partent sans phase de cadrage, où on ne se pose pas les bonnes questions de départ, et où est-ce qu'on veut arriver, on peut en arriver, et on se met tous d'accord. Et sans ce cadrage et cette phase d'observation où il faut prendre le temps de passer le temps sur le terrain avec humilité, si on n'a pas cette phase-là, il ne faut vraiment pas la sous-estimer, c'est ça le plus dur à faire comprendre à la hiérarchie, je trouve. Ok, merci. Personne n'a intégré des sponsors dans la démarche Design Thinking pour justement faire vivre l'expérience. Est-ce que c'est des choses que vous avez faites ou pas encore? Je veux dire dans un atelier. Un atelier, voire du terrain, je sais pas. Alors le terrain, Sur c'est le rêve. Je me doute. Intégrer au sein d'études de terrain des supérieurs, ce serait l'idéal. Là, en fait, sans parler de budget, on va parler de temps. Et c'est vrai que le temps, c'est aussi de l'argent et c'est assez difficile. Mais par contre, au sein d'ateliers, oui, j'ai essayé d'intégrer pas mal de managers, en fait, de personnes décisionnelles, pour qu'elles puissent effectivement le vivre, le tester et comparer certaines méthodes, certains outils et comprendre la valeur ajoutée de la démarche et de la méthode. Okay. Merci. Oui, alors le sponsor nous officiel a été impliqué dans le suivi, mais pas directement dans les ateliers. Par contre, dans les équipes de management, ou par petites touches, parce qu'ils ne pouvaient pas être là sur tous les ateliers ou sur la globalité des ateliers, venaient, et même par curiosité. Parce qu'il y a quelque chose d'assez magique avec, quand on dit créativité, c'est que tout le monde est créatif et tout le monde a envie d'amener sa bonne idée qu'il a eue un matin. Et donc, ça crée naturellement une appétence et un partage. Et donc, même les gens qui n'ont pas le temps prennent souvent quand même le temps, 2 heures, de passer pour essayer de voir, comprendre, toucher la chose. Alors nous, il n'y a pas, non, moi, j'ai pas impliqué de sponsor Design Thinking à proprement parler. Par contre, dans les groupes d'idéation, oui, on va retrouver tous les niveaux de la hiérarchie. Par contre, je pense que l'étape à venir, ça va être de raccrocher justement ces morceaux en leur expliquant que ça fait partie d'une méthode plus globale et donc que l'objectif, c'est de les faire participer aussi à la suite. Vas-y. Un petit truc à rajouter, c'est que parfois, en fait, en intégrant des managers au cours d'ateliers, ça a quelques conséquences quand même sur l'attitude des collaborateurs et des collègues, parce que du coup, la créativité et l'initiative, elle est toute rabougrie, quoi. Donc, c'est là où il faut bien aussi considérer les choses et mesurer l'impact humain, finalement, que ça aura d'inclure des managers. Donc là, il faut apprendre à le gérer et aussi à la fois mesurer les interventions du manager. Donc d'où la conséquence est de bien clarifier la feuille de route en amont de l'atelier pour dire, bon, ce cadre sera celui-ci et limite donner des règles. Donc l'ouverture infinie, tout le monde est au même niveau, donc carrément annoncer la chose, pas de hiérarchie. C'est un atelier de créativité pure et vivez-le comme tel. Donc ça, c'est aussi de la nuance à apporter. Vas-y. Pardon. Non, c'est vrai que, outre les personnes en effet qui se musellent un petit peu selon le N+1, N+2, voire N+12 comme tu disais, qu'il peut y avoir, il y a l'effet inverse où en effet nous dans nos groupes d'idéation, on avait plusieurs étapes et on avait introduit la direction, alors c'était une volonté de ma direction d'être dans les premières étapes de l'idéation. Et en fait, on a changé, alors sous prétexte que ça leur prenait beaucoup de temps de participer à tous ces groupes de travail, mais maintenant on les met qu'à la fin, parce que sinon, finalement, il y avait plein de propositions qui s'arrêtaient net, parce que c'était en termes d'image, en termes de... Voilà, il y a plein de choses qui étaient finalement, on s'arrêtait sur un préjugé, donc on ne laissait pas le temps d'enrichir l'idée, et on se rend compte qu'une fois qu'elle est enrichie,
elle peut passer ce filtre alors qu'elle ne le passait pas auparavant. Ok, merci. Effectivement, les sponsors, c'est un vrai sujet. Les intégrer, c'est intéressant. Il faut les intégrer au bon moment. Il faut peut-être les préparer aussi avant l'intégration, parce que le design thinking, on ne l'a pas encore dit, mais c'est d'abord un état d'esprit, c'est d'abord une posture, et après, c'est aussi des outils, des supports, le monde du tangible pour réfléchir. Mais effectivement, il faut préparer ces managers et ces sponsors de haut niveau à participer à des ateliers où on va en partie bricoler. Voilà. Sur la partie adaptation de la méthode, vous avez dit tout à l'heure, il y a plusieurs variantes de la méthode, il y a plusieurs types d'outils, il faut fabriquer une méthode qui est ADN de marque. Comment vous voyez les choses? Vous êtes dans un grand groupe, a priori quand ça marche dans un grand groupe, on essaie de modéliser et de répliquer suivant un modèle. Est-ce que vous pensez que le design thinking, une fois que vous l'aurez stabilisé, que vous aurez créé ce design thinking ADN de marque, vous pourrez le modéliser? Est-ce que c'est une ambition? Est-ce qu'il ne faut pas le faire? Voilà. Question ouverte, bien sûr. Ouais, comme tu veux. Alors là, je me pose des questions moi-même, parce que effectivement, donc je suis une jeune design thinker, donc j'ai pas tout encore inculqué et notamment moi-même compris. Comment je considère un atelier, par exemple, après la phase d'observation et la phase d'étude et de rassemblement d'éléments? Les modèles, pour l'instant, j'en vois pas trop, à part les 3 phases essentielles, hein, qui sont imaginer, faire et prototyper, tester. C'est délicat dans la mesure où, moi, selon mon expérience, tout simplement, j'ai besoin vraiment d'avoir une capacité à comprendre mes collaborateurs, les personnes avec qui je vais faire l'atelier, à m'imprégner de leurs besoins, à m'imprégner aussi de leurs considérations, de leurs visions, de leurs contraintes. Finalement, je me retrouve un peu à observer moi-même mes collaborateurs comme des utilisateurs, en fait. Donc j'ai le même processus. Et modéliser ça, finalement, ça revient à faire de l'UX. Et on peut dire aussi que le design thinking et l'UX ont certains mêmes modèles, en fait. Sinon, c'est vrai que en fait, il y aura la question de la problématique, la question des personnes qui vont participer, et faire un melting pot en essayant de réfléchir aux outils, en essayant de réfléchir à différents cas d'usage, différentes méthodos. Mais essentiellement, en fait, c'est voir comment les personnes vont réagir, avoir plusieurs cartes dans la poche et essayer d'adapter au fur et à mesure les choses. Parce que le design thinking, c'est avant tout, comme on dit, c'est le vivre. C'est-à-dire, c'est de l'action. C'est de la temporalité. C'est-à-dire que c'est le moment de l'atelier qui va être essentiel dans l'idéation, l'itération, la créativité et aussi la convergence, comment on va trouver les solutions. Donc la modélisation, pour l'instant, pour moi, ça reste encore un champ des possibles. Je m'interroge encore. Avec des doutes, quoi. Avec des doutes, voilà. Même si finalement, il y a quand même des étapes clés. Mais voilà. Et je pense que la liberté du design thinking, pardon, c'est ça aussi. C'est la liberté de pouvoir travailler ensemble et converger vers des solutions qui vont être applicables, pragmatiques et surtout business. Il ne faut pas oublier ça. Voilà. Ok, merci. Donc, oui. Alors, je te rejoins complètement. Je pense qu'essayer de modéliser une méthode en disant d'abord on appuie sur le bouton A, après sur le bouton B, et tout sort chaud du tiroir, je pense que ça serait... c'est même pas utopique, c'est complètement irréaliste. Mais par contre, il y a des choses qui sont modélisables. Et déjà, le concevoir comme étant une méthode ou plutôt un processus. Avec certaines étapes à respecter. Cette phase d'observation, idéation, on sélectionne, on fait du test and learn. Il y a quelques phases aussi de prototypage qui sont très, très importantes. Je pense que ça, c'est des grandes étapes à avoir en tête. Et ensuite, suivant votre cas, suivant votre contexte, suivant les personnes, suivant le temps que vous avez, parce qu'il y a aussi ça,
Dans la boîte à outils, vous allez piocher ce que vous voulez. Et là, je fais référence certainement à ce que vous connaissez beaucoup plus peut-être sur ce qu'on voit sur tous les ateliers purs de créativité qui existent depuis des années. Il n'y a pas un atelier de créativité qui se ressemble, au même titre qu'il n'y a pas un brainstorm, et il y a plein d'outils qu'on peut utiliser pour faire les choses. J'entendais tout à l'heure la méthode des Lego, enfin, c'est l'utilisation, si je ne me trompe pas, de Lego pour faire les prototypages, etc. Ça, c'est une boîte à outils parmi d'autres. On peut aussi prendre de la pâte à sel, de la pâte à modeler, juste du papier, un crayon, enfin... On peut inventer, on peut faire vraiment ce qu'on veut, donc et c'est même libérer vos chakras, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est modélisons plus un processus, c'est une démarche intellectuelle qui apporte une méthode globale, mais après ne nous enfermons pas dans la boîte à outils parce que je pense que derrière demain, l'imagination de tout le monde peut enrichir aussi le processus et la manière de faire. Moi, je suis d'accord avec ce qui a été dit. C'est vrai que nous, les processus, on connaît bien ça à l'AFNOR. Mais quand je vois entre ce que j'ai appris, donc en 2014, j'ai refait des ateliers avec d'autres mentors, entre guillemets, du design thinking, lu des livres, et entre les 3, 4, 5, 6, 7 étapes, selon l'auteur, selon qu'on y met le livrable ou pas, parce que certains s'arrêtent en effet au test, mais d'autres vont vraiment jusqu'au livrable du produit, puisqu'il peut y avoir d'autres étapes après. On voit bien que déjà, il n'y a pas un consensus au niveau de la modélisation. Par contre, en effet, comme il y a plein d'outils, ce qui peut être intéressant quand même, justement, dans cette phase d'apprentissage, c'est de bien décrire quels sont ces outils pour que chacun puisse se les approprier. Sans doute, en effet, qu'il y a des étapes vraiment à suivre et qu'il faut peut-être aussi définir les entrants, justement, et les sortants de chaque étape, comme dans un processus. Par contre, là aussi où je vous suis, c'est que finalement, cette méthode, elle n'est valable que si derrière, il y a un cerveau, enfin des cerveaux même, et l'imagination qui, en effet, c'est sans doute pour ça d'ailleurs que la méthode n'est pas figée, c'est que chacun la décrit en y mettant un petit peu sa touche personnelle, en ajoutant une amélioration, et que ça, il faut, je pense, le laisser vivre dans l'entreprise, parce que si on donne quelque chose de trop formaté, on a toutes les chances pour que ce ne soit pas utilisé ou mal utilisé. Donc, voilà. Le modéliser, moi je pense que c'est un risque, notamment dans cette phase où on est en train de mettre en place, et plutôt d'évangéliser pour convaincre l'utilisation de l'outil. Par contre, au-delà de la modélisation, je te rejoins, c'est aussi les entrants et les sortants. C'est-à-dire que là, par contre, il faut absolument écrire, documenter ce qui s'est passé pendant l'atelier, et avoir des livrables extrêmement précis, ayant le même langage que les participants, et en même temps aller plus loin. Et aller plus loin, c'est aussi expliquer, documenter, référer tout ce qui n'a pas marché, tout ce que les personnes n'ont pas choisi, finalement, dans la liste des solutions ou des idées, et dire pourquoi. Et de cette façon, en fait, on fait entrer la capacité à échouer, la capacité à se tromper, et c'est le meilleur moyen de rendre les choses extrêmement compréhensibles aussi, et à la fois d'historiciser, je pense qu'on dit comme ça, historiciser la démarche, et l'intégrer dans un processus qui est très entreprise, en fait. Nous, on appelle ça le coffre à jouets, en fait. On garde tout parce qu'on se dit que ça peut être réutilisé par la suite, qu'il y a une idée à un moment, elle n'est pas bonne ou elle n'est pas envisageable, mais que si on la revoit avec un autre éclairage plus tard, après avoir à quelle échelle de temps, peut-être qu'on la verra sous un nouvel angle, ou qu'on aura des moyens techniques ou des ressources pour la mettre en place. Et sur la partie vocabulaire, c'est vrai que c'est important. Si on modélise, on risque de figer aussi les choses à travers des mots qui risquent de ne pas être compris. Alors qu'en effet, en laissant de la souplesse dans l'appropriation et dans
dans la méthode, chacun va se l'approprier aussi avec ses mots. La preuve, c'est qu'on n'a pas tous utilisé les mêmes et qu'encore une fois, dans le modèle, on n'a pas toujours exactement les mêmes mots. Parce que je me suis fait un petit peu cet exercice ce week-end quand même pour préparer. Et je me suis dit, c'est marrant parce qu'on n'a pas les mêmes mots, on n'a pas les mêmes étapes, mais on retrouve toujours tout, enfin en tout cas avec le même objectif. Et c'est ça qui est important au final, l'objectif. Encore une chose, ça me fait penser en fait que on peut aussi proposer à un des participants de s'occuper du livrable. Oui. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'on a une vision collective en fait. C'est la création d'applications en fait, des participants. On peut parfois leur demander aussi de participer à de l'observation de terrain, en les formant, etc. C'est juste qu'on peut voir par ailleurs. Sur l'aspect organisation, parce qu'effectivement, vous avez donc mené des démarches avec des dimensions différentes. Parfois, vous avez découpé la démarche pour réussir à la ponter, puis ensuite, vous viralisez la démarche. Sur cette organisation, est-ce que vous pensez que le design thinking a un impact pour la transformation ou sur la transformation de l'organisation? Ou est-ce que c'est vécu comme ça dans vos structures aujourd'hui? Pas du tout. Voilà, parce que de toute façon, il y a un impact, on l'a vu, tu l'as dit tout à l'heure, sur les changements d'état d'esprit des collaborateurs qui participent. Ils ont envie d'y reparticiper, d'être à la fois dans une dimension transverse et une dimension de créativité, même si ce n'est pas leur job initial. Donc, est-ce que pour vous, le design thinking prend une part dans la transformation de l'organisation? Tu veux, Étienne? Oui, mais c'est long. Oui, parce que les effets silotés ou les organisations matricielles où chacun travaille de son côté, là, dans l'approche du design thinking, souvent on essaye, je ne sais pas si c'est une règle immuable d'ailleurs, si ça doit faire partie de la modélisation, d'avoir des équipes pluridisciplinaires autour des tables. Il faut. Et ça aide beaucoup. Et dès le démarrage, vraiment sur l'ensemble du processus, et pas juste avoir à un moment, juste pour pondre trois idées, on va regrouper tout le monde. C'est vraiment sur tout le processus et même idéalement à partir de l'observation. Et ça aide à casser les silos et à faire parler les gens. La difficulté, c'est que ça aide sur un niveau, on va dire, terrain, là où les gens, quand les gens travaillent ensemble, mais à un niveau management, il faut réussir à les aligner. Donc derrière ça, surtout sur des grosses structures, il faut aussi après derrière naviguer pour faire aussi passer tous les messages à tous les niveaux et que les gens en haut se parlent aussi. Donc ce qui est pas évident. Et effectivement, tu en faisais référence au début. Le côté silotage, la propriété des budgets aussi, parce que de ce fait, c'est pas évident. Surtout là, vous prenez juste l'exemple du workshop de créativité dans les trois continents, merci, où il a fallu faire déplacer des gens qui n'étaient pas dans notre base coût, donc il a fallu qu'ils se payent un billet d'avion qui n'était pas budgété. C'est très pratico-pratique, mais juste ça, c'est vite des petits bloquants parce que souvent, le design thinking, on ne l'avait pas budgété non plus l'approche. C'est arrivé très, très rapidement, on ne l'avait pas vu 12 mois avant dans le processus budgétaire. Et le développement de ce qui en sort, il ne peut pas être non plus prévu dans le processus budgétaire. On se dit qu'il y aura des éléments qu'on va sortir, mais quoi? Alors que dans un processus budgétaire, il faut être très précis. Donc ça, c'est aussi très compliqué en termes d'organisation à faire déverrouiller. Sandra, je t'en prie. Nous, à notre niveau, c'est un peu trop jeune, mais je ne suis pas sûre que ça puisse chambouler complètement l'organisation si en préambule, il n'y a pas une stratégie claire, avec une volonté d'aller vers un objectif à définir, et d'utiliser la méthode, et après pouvoir justement mettre en place ou définir de la souplesse dans l'organisation pour faire bouger les choses. Parce que là, évidemment, dans l'organisation, il y a des conséquences, mais elles se font par one shot et pour l'instant elles ne sont pas encore ancrées ou figées, puisque c'est vrai que souvent les changements viennent quand même par le haut, en tout cas chez nous encore, et du coup là ça ne suffit pas. Alors peut-être quand il y aura plus de monde embarqué, c'est vrai que là aussi avec la courte vision que j'ai, c'est compliqué. Ok, merci. Ah, pardon, tu voulais dire un truc, je t'en prie. Pardon. En fait, chez Saint-Gobain, il y a une grande volonté
de renouveler en fait justement tout le management de la société. Et nous avons un grand plan qui s'appelle Ambition 2025. Donc on a une vision, une date, et c'est surtout redonner en fait la capacité à tous les salariés, toutes les personnes de l'entreprise, à se responsabiliser par rapport aux valeurs de l'entreprise, qui sont chez Saint-Gobain assez fortes. Et il y a un volontarisme pour donner la capacité aussi à l'initiative. Donc ce sont des grands mots, ce sont des grandes choses, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que ce plan d'ambition 2025 est agencé et coordonné par une société de design thinking. Donc finalement, on s'y retrouve en fait dans ces méthodologies très humaines pour essayer de traverser la dite transformation numérique qu'on voit partout en ce moment. Et donc nous on est dedans, donc je pourrais vous en parler en 2025, vous dire si on a accompli les choses, mais c'est vrai qu'on se voit régulièrement, donc par pôle, par zone de service, donc ça peut être des réunions de 150 personnes. Je sais qu'il y a les agences dans Distribution France, il y a un certain nombre d'agences, d'enseignes France qui se réunissent et qui réfléchissent, qui tentent de trouver des solutions. Donc finalement, le design thinking se diffuse vraiment un peu partout. Et je pense qu'aujourd'hui, les entreprises ont cette volonté de se transformer, mais ne savent pas encore vraiment comment. Donc le design thinking a son rôle à jouer. Après, c'est vrai que c'est sur le terrain, on va dire, enfin, quand nous, on passe nos journées au bureau, bon, ben, ça, c'est pas très prégnant non plus, quoi. Mais en même temps, je pense que c'est de l'initiative personnelle, finalement. Moi, j'ai commencé, comme je vous disais au début, par un trou de souris. Donc, les choses peuvent commencer par une petite étincelle. Après, en termes de management, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, bouge énormément. Je pense qu'il y a pas mal de RH aujourd'hui qui s'interrogent et qui vont chercher des réponses par le design thinking. Donc c'est assez intéressant. Je sais que la semaine dernière, EBG avait organisé une table ronde sur comment rester leader dans le digital auprès de CEO. Et il disait que finalement, les entreprises en verticalité n'existeront plus. Bon, entendre ça de la bouche d'un CEO, je dis waouh, c'est assez impressionnant. Ok, allons-y. C'est disruptif en tout cas. Oui, c'est assez disruptif. Et il nous disait que finalement, par la transformation des façons de travailler, qu'on parle des outils, voilà, qu'on parle de design thinking ou même d'agilité, on dit ouais, on part dans l'agile et tout, bon ok super, mais sur le terrain ça donne quoi finalement? Souvent, enfin moi quand je parle avec mes collègues ou des pairs d'autres sociétés, l'agilité c'est à 60%, on n'est jamais à 100%, parce que c'est extrêmement disruptif, parce que c'est extrêmement, ça remet beaucoup de choses en question, et c'est des manières de travailler qu'on a, enfin qu'on n'a pas encore vraiment vécu jusqu'au bout complètement. Moi l'agilité dans mon service, ça fait 1 an et demi qu'on y est vraiment. Pas à 100%, je vous rassure. 70%, allez, on y croit, 80%. Mais effectivement, ce sont des choses qui transforment énormément. Et là, on parle de confiance. Et la confiance, ça se construit au fur et à mesure. Je t'en prie. Juste rajouter sur l'impact dans les organisations, il y a l'aspect culturel quand même. Et le design thinking a vraiment un fort impact culturel, c'est de s'imposer la reconnexion au terrain et de l'écoute terrain, de l'écoute des gens qui vivent sur le terrain, des gens qui ont l'expérience, et aussi dans l'approche en tant que designer ou dans la recherche, dans les tests, dans les pilotes, c'est de tout de suite, très vite se confronter au terrain. Et ça demande énormément d'humilité, ça casse énormément de structures hiérarchiques.
Et nous, on s'est confrontés à un moment, on dit, bah voilà, les tests, les testeurs, ça va être un agent de nettoyage. Oh non, c'est pas la peine. Prenez directement, à la rigueur, le directeur de site qui pilote les agents de nettoyage. Non, non, on veut aller parler à l'agent de nettoyage directement. Non, non, et on a dû se battre pour réussir à casser aussi ces éléments-là. Donc il y a un impact culturel. Et ce qui est bon là-dedans, c'est que, au final, c'est le terrain qui a raison. Parce que c'est eux qui font. Au-dessus, on brasse un petit peu d'air, on essaye de faire bouger des lignes, mais la vraie valeur, c'est eux qui la créent. Et ça envoie ce message, et c'est ça qui est assez positif. Ok, merci. Donc, effectivement, on voit que vous avez une méthode qui est déclenchée à des niveaux différents, parce que simplement, c'est une entreprise avec des maturités différentes. Du point de vue des résultats, finalement, et de l'impact du design thinking, quels sont les ROI que vous pouvez présenter, quels sont les résultats obtenus sur les démarches que vous avez déjà menées, ou quels sont les ROI que vous mettez en avant pour convaincre et continuer. Si vous pouvez répondre à ces questions, j'en serais ravi. Qui veut commencer? Étienne, tu veux y aller? Allez. Merci, c'est sympa. Alors, je vais parler de ROI uniquement sur ma partie. Pour l'instant, ils ne sont absolument pas quantifiés parce qu'il n'y a rien de lancé. Donc c'est plus des retours sur investissement d'un point de vue qualitatif, absolument pas quantitatif. Et le vrai retour, c'est que j'ai personnellement jamais vu des idées aussi poussées, aussi matures, qui n'existent pas ailleurs non plus, qui sont sorties et qui peuvent nous donner un petit galop d'avance. Je dis petit, parce qu'en société de service, on sort quelque chose, 2 ans après, c'est complètement copié. Il n'y a pas de notion de technologie, de brevet. Donc il faut en permanence le faire. Mais qui aussi clarifie pas mal la feuille de route et vers où on veut aller. Et le vrai ROI là-dessus, c'est qu'on gère le risque. Parce que comme c'est partagé de manière pluridisciplinaire, quand c'est connecté au terrain, on y va de manière assez sereine quand on doit mettre un petit peu de sous sur la table. Chez nous aussi, c'est plutôt du qualitatif que du quantitatif, parce que finalement, les idées ne sont pas encore arrivées jusqu'au bout du cycle. Par contre, en effet, c'est vraiment la mobilisation qu'il y a autour de cette démarche d'innovation avec, par exemple, quand on a lancé l'idée d'avoir des idées dans le département innovation, on s'était dit, bon, il faut le faire de manière un petit peu ludique, puisque l'objectif, c'était aussi de montrer aux autres départements ce qu'on pouvait faire. Et en 2 semaines, on a eu 300 idées sur un mur de post-it. Donc c'est vrai qu'on est avec une quarantaine de personnes. Alors, on était le département le plus à même peut-être de se projeter dans cette démarche d'innovation, puisque c'était déjà notre rôle. Donc après, on a démontré qu'on était, c'est pas parce qu'on était le département innovation que toutes les idées pouvaient venir que de nous. Et finalement, depuis qu'on l'a lancé, on a plusieurs milliers d'idées. Alors avec des redondances, avec des choses qui ne sont pas forcément vraiment des idées, mais c'est vrai qu'on sent les gens très investis de cette mission, de faire bouger les choses, d'apporter leur petite pierre à l'édifice. Et du coup, on fait des cafés des idées, on fait plein de petites choses pour animer la démarche. Et on voit que c'est aussi comme ça qu'on sème la petite graine. Alors, encore une fois, pas forcément en mettant le terme design thinking, mais eux aussi en font sans le savoir finalement, puisqu'ils participent aux premières étapes. Alors, en termes de ROI, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord. C'est assez difficile d'énumérer des résultats clairs, précis et définis. C'est vrai qu'effectivement, c'est dans l'adhésion de la méthodologie, la façon de se renouveler, le partage qui est fait des collaborateurs et des participants aux ateliers. Donc là, c'est plutôt du ROI émotionnel, en fait, et d'engagement. D'engagement. Par contre, moi, j'ai un petit plan. C'est que je choisis mes problématiques. Enfin, quand je dis je choisis, avec nuance. C'est-à-dire que quand on m'apporte une problématique ou un sujet d'atelier, j'essaye, via l'observation, via le travail en amont sur cette problématique, de définir déjà
tous les éléments qui sont à notre portée, que le marketing a fait, le pricing. Donc je récolte tout ce qui se rapporte à la problématique. Et à ce moment-là, je fais une cartographie de l'existant, ce qui participe et ce qui anime notamment une partie de mon atelier. Et ensuite, en définissant la problématique, on définit un objectif. Et cet objectif, on essaye de donner des mesures. Donc ça va être KPI, etc. Donc des choses assez connotées business, pour que ce fil rouge puisse ordonner et diriger d'une certaine manière l'atelier. Donc à la fin, on essaye toujours d'avoir une ou deux mesures quantifiables business. Même si c'est une petite chose, mais au moins ça a son poids et ça permet de ponctuer en fait toute la démarche de l'atelier, des différentes sessions. Que ce soit un ou plusieurs sessions, c'est le même principe. Ok, vous avez des livrables finalement quantifiables, de quantification à la fin de chaque atelier, à la fin de chaque phase. Est-ce que c'est la même chose chez vous également ou, Oui, à chaque démarrage d'atelier, il y avait des objectifs et ce qu'on voulait avoir. D'avoir quantifié un nombre d'idées qu'on voulait avoir, par exemple, au démarrage des ateliers de créativité, non, on ne s'était pas mis cette barrière. Oui, moi un petit peu, parce qu'en effet, on fixe des objectifs de chaque séance. Enfin, c'est important d'avoir des données d'entrée et des données de sortie. Par contre, en effet, le nombre d'idées, pour moi, ce n'est pas un indicateur, parce qu'on peut avoir 2 très bonnes idées et puis 14 idées bien pourries. Donc, ce n'est pas forcément le bon signe, le bon reflet que ça fonctionne. Et puis pour l'instant, voilà, comme on n'a pas avancé suffisamment, c'est plutôt nous on mesure plutôt le nombre de participants, le nombre de personnes qui ont fourni des idées, le nombre de départements impliqués, voilà, des choses comme ça, on valorise plus l'humain. Par contre, il y a un autre ROI important qui est toujours du Cali, mais c'est la communication. Parce que non, mais j'y pensais en écoutant Catherine. Parce que c'est vrai quand même que nous, dans nos sessions de travail, finalement, on se rend compte, même si au début ça a été un petit peu, on se regarde, on n'ose pas dire. Dans le dernier atelier qu'il y a eu la semaine dernière avec le DG Group, donc le plus haut niveau, même si on n'est pas un immense groupe, hein, et avec des chargés de clientèle, donc, qui voient et qui écoutent les clients au quotidien, finalement les échanges étaient plutôt fluides. Et sur la base d'idées qui ont été fournies d'améliorer ou de revoir des prestations avec d'autres cibles qu'on avait déjà, ça a été l'occasion d'échanger, d'avoir un peu une sorte de retour d'expérience et puis de méthodologie qui s'est faite entre chacun pour pouvoir approfondir l'idée, pour pouvoir travailler sur cette idée. Et ça s'est fait de façon assez spontanée. Et chacun a donné le niveau d'information qu'il avait, ce qui aurait pu prendre des mois si on était passé par le cycle classique CODIR, COMEX, etc. Ok, merci. C'est vrai que la communication, c'est un sujet important. C'est un sujet important pour mobiliser les sponsors, pour faire vivre la méthodologie ou l'approche, parlons plutôt d'approche, au sein d'un groupe. Et le design thinking a cette capacité, puisqu'on travaille sur des objets tangibles durant les ateliers, durant les réunions. Même le terrain, on peut le restituer sous forme de vidéo, par exemple. A cette capacité, donc en sortie d'atelier directement, d'avoir un objet communicant. Ça peut être des dessins, facilitation graphique, ça peut être des maquettes, etc. Vous utilisez ces éléments-là aujourd'hui, ou vous les remasterisez avant de les présenter? Comment ça fonctionne? Ah oui, pour nous c'est essentiel. C'est-à-dire qu'en fait, d'ailleurs on ne communique que finalement par des dessins, des notes. Alors je suis devenue la spécialiste des post-it, mais pas les post-it jaunes, vous voyez, des grands post-it feuilles blanches. Et maintenant, ce qui se passe, donc ça transpire dans différentes réunions, même des réunions qui n'ont aucun rapport avec le design thinking. J'arrive avec mes post-it et je prends en note tout ce qu'ils disent et je couvre les murs avec. Et la réunion, les gens en fait lèvent leur nez de leurs ordinateurs et ils lisent les choses et les choses se passent autrement. Donc il y a aussi un effet, on va dire, un peu indirect du design thinking sur ça. Et en fait, les personnes, je ne sais pas pour vous, mais les personnes sont très friandes
de la capacité de dessiner, d'écrire des mots, d'utiliser des feutres, etc. Même si au début, ils peuvent être très timides, parce qu'ils disent « mais attends, mais moi, dessiner, je ne sais pas dessiner, c'est pas mon truc et tout ». Enfin bon, les réflexions qu'on peut entendre de blocage. D'autocensure. D'autocensure, voilà, merci. Mais en fait, au fur et à mesure, les personnes arrivent à se libérer et ça fait partie de la phase de créativité. Et effectivement, je ne manque pas de prendre tout en photo et de tout redistribuer et de mettre ça dans le livrable parce que ça fait partie des traces de vie d'atelier. En fait. Donc j'ai des nouveaux artistes en collaborateur. Complètement d'accord, le plan de communication, il est clé, aussi clé que dans n'importe quel projet même. Et c'est vrai que le design thinking apporte énormément de matériel parce que les gens gribouillent, ils font plein de choses, on prend des photos, on fait des vidéos. Et un élément pour pouvoir faire véhiculer nos idées, parce qu'on sort dans un atelier de design thinking, on a sélectionné des idées, et les gens, ils ont dit « Alors, c'était bien ton atelier, oui, vous avez fait quoi ?» C'est pas évident. Et là, on a 14 idées, et il y a 14 idées, il y a ça, 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 et réussir à les pitcher comme ça au bord d'un couloir, c'est quasiment mission impossible. Et donc, on s'est forcé, et on l'avait prévu dans le budget, fatalement, c'est que chaque idée a une vidéo de 2 minutes. Et ces vidéos ont été faites justement dans ces fameux ateliers de réconciliation où chaque personne avait pitché. Alors le mot pitcher, je l'aime pas trop parce que, surtout en design thinking, parce que quand on pitch, on commence à vendre. Et si on vend, c'est qu'on est déjà sûr de son idée et certain de la manière de faire. Et donc on n'a plus cette approche où on va itérative et aller voir le terrain pour corriger. Donc il faut être assez vigilant. Mais ils ont présenté leurs idées, ils les ont théâtralisées, ils ont montré en live comment ça pourrait être avec des fois juste un bout de papier où ils ont dessiné une app. Et en 2 minutes, on a publié ça sur nos réseaux sociaux internes ou lors de réunions d'introduction. Et c'est redoutable parce que en fait, ça donne le what, le how, le why, en référence à Simon Sinek, et qui donne les grandes bases pour comprendre ce qu'est l'idée. Et c'est le meilleur des pitchs parce qu'en plus, les gens ils se préparent quand ils savent qu'ils vont être filmés. Même si c'est juste avec un iPhone, c'est redoutablement efficace. Merci. Je t'en prie. Alors nous, on n'a pas été jusqu'à là. Nous, ce qu'on fait beaucoup, c'est du parcours client, voilà, des choses qu'on dessine surtout du parcours client avec des étapes. Du coup, c'est pas très non plus innovant. Par contre, c'est vrai que c'est une étape qu'on veut inclure dans le futur avec mon manager, c'est d'être plus sous forme de maquette. Parce qu'on se dit qu'avec, en effet, en dessinant ce qu'on veut faire sur une feuille, on peut facilement le vendre, entre guillemets, à des clients. Et donc, on aimerait pouvoir soumettre nos projets plus vers l'externe, pour le coup, sous ce format. Vraiment être au plus simple, c'est-à-dire souvent on avait l'habitude de commencer à développer pour aller faire voir et du coup forcément ça peut être du temps perdu parce que quand ce qu'on a déjà développé on peut se rendre compte que ça fonctionne pas ou c'est pas vraiment ce qu'on voulait. Et là, on s'est rendu compte, mais par des pratiques justement internes de commerciaux ou autres qui n'est pas du tout sensibilisés au design thinking, qu'ils font déjà un petit peu ces choses-là. Parfois, ils inventent au moment où ils discutent et ça donne du dessin. Donc, c'est des choses qu'on veut développer, mais qui ne sont pas encore développées chez nous. J'ai une petite adage juste pour synthétiser cet aspect communication et comment le faire. C'est une image vaut 100 mots. Et une vidéo vaut 1000 mots. C'est plus cher la vidéo. C'est plus cher la vidéo. Ouais, ça, ils ont dit c'est plus cher la vidéo. C'est vrai, c'est plus fort que les mots. Et du coup, il faut faire très attention à l'image qu'on présente, à la vidéo qu'on présente, parce qu'elle a un sens énorme. Et elle fédère ou pas sur le bon axe. Donc ça, c'est effectivement assez important. Est-ce que vous avez des vigilances et des freins à partager sur votre retour d'expérience? Quelles sont les grandes vigilances à l'usage du design thinking et les éventuels freins? On en a vu quelques-uns sur les freins. Peut-être les vigilances. La vigilance que je pourrais voir, c'est surtout ne pas utiliser le design thinking à tort et à travers. Ça crée beaucoup d'emballement parfois et parfois on se retrouve un peu instrumentalisé.
et on se retrouve un peu piégé à faire des ateliers qui n'ont pas vraiment de sens, quoi. Donc il faut bien veiller en fait à préciser la vision du design thinking et à comprendre la personne qu'on a en face de nous. Elle a la même vision du design thinking, elle a un objectif clair et pouvoir discuter avec elle de l'utilité ou pas du design thinking. Les freins, pour l'instant, j'en vois pas, parce que je suis très enthousiaste, mais pour l'instant, les freins, non, je cherche. Mais... Moi, le point de vigilance, ce serait de ne pas galvauder le mot design thinking et pas l'utiliser à tort et à travers en disant tiens, je vais faire du design thinking. Et de ce fait, que ce mot n'ait plus aucun sens. Donc ça serait peut-être le frein et que le design thinking, ça définit quelque chose de précis qu'on a essayé de définir ensemble aujourd'hui. Les périmètres peuvent être légèrement variables, mais ça définit quand même un processus et intellectuel quand même assez précis. Et ensuite, le frein, il pourrait être sur la notion de temps, parce que même si, alors là, 8 mois, c'était exceptionnel, c'est très très long. Je vous disais tout à l'heure, les processus sur des plus petits services, c'était 3-4 jours, mais sur des tout petits éléments. Et j'ai envie de dire que ce frein, il faut réussir à faire lever les barrières et pas essayer à commencer à tronquer certaines étapes. Je remets l'emphase, et je pense que je vais peut-être un petit peu être lourdingue là-dessus, mais cette phase d'observation, elle est quand même clé. Si vous la retirez, vous allez commencer à créer des idées sur les mauvaises choses. Et donc vous allez faire ploup. Et là, votre ROI, c'est même pas essayer de le calculer, il va être obligatoirement négatif parce que vous n'aurez pas à travailler sur les bons sujets, là où il y a les vraies difficultés. Et réussir à convaincre que cette phase d'observation qui prend du temps, il faut la faire et il ne faut pas la réduire. Je pense que c'est ça la plus grosse difficulté. Je me permets une question par rapport à ça sur le terrain. Dans vos groupes, je suppose qu'il y a des services études qui font déjà des études qualitatives. Comment vous interagissez avec elles, notamment les notions de périmètre et budget, quand on dit, voilà, super, on va aller sur le terrain pendant 1 mois et demi ou 2 mois, comment ça se passe ? Alors nous, on a des services qui gèrent toutes les enquêtes auprès des clients, auprès des consommateurs. Et donc on essaye de récupérer ce qu'ils ont déjà produit sur les années, de voir les tendances, qui vient en complément justement de l'analyse. Après, on fait aussi appel à l'audit interne, qui va chez nous également auditer le fonctionnement des organisations des services. Mais l'audit interne ne fonctionne pas sur le même angle. Le même angle, effectivement. Et surtout, leur méthodologie est beaucoup plus lourde encore. Et différente et productrice d'une grande quantité de documentation qui ne va pas obligatoirement se focaliser sur l'expérience utilisateur. Alors quand j'appelle utilisateur, ça peut être celle du salarié qui va faire le service. Donc c'est pas obligatoirement le bon angle d'approche non plus. C'est pas... Oui, moi je pense que le frein, c'est qu'il ne faut pas oublier que c'est un outil, c'est une méthode et que en effet, si on ne sait pas pourquoi on le fait ou si on ne donne pas les moyens de le faire pour que ce soit bien fait, forcément ce ne sera pas une méthode utile. Après, il peut y avoir d'autres méthodes, je pense à toutes les problématiques qu'on a posées ce matin. C'est pour ça que je souligne ça, parce que on a un peu, je trouve, dans les organisations, tendance à se dire, moi, allez, si je mets des bons outils ou des bonnes méthodes, je vais dire que je suis innovant, je vais dire que je suis tournée vers mon client. Or, c'est pas le point de départ. Le point de départ, il est vraiment dans la stratégie. Donc, le frein, pour moi, c'est que ça peut faire peur de se dire qu'on va dérouler des stratégies qui passent, en effet, par toutes ces étapes. Parce qu'en effet, c'est consommateur de temps, c'est consommateur de ressources, donc pendant qu'elles font ça, elles ne font pas autre chose, et que ça nécessite de se projeter au moins sur du moyen terme, donc avoir une vision de l'entreprise de demain et pas forcément celle d'hier ou celle d'aujourd'hui. Donc c'est ça un petit peu le frein, et les contraintes, elles relèvent de ça, hein, c'est qu'il faut vraiment le prendre en tant que tel, comme un outil, et le raccorder à ses objectifs, et puis de pouvoir donner les moyens nécessaires pour bien l'appliquer.
ça me fait penser à une autre vigilance aussi. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment une vigilance, mais surtout prendre soin des personnes avec lesquelles on fait les ateliers. C'est-à-dire aller à leur rythme, être à leur écoute permanente pour pouvoir toujours s'adapter à eux, à leurs blocages, parce que parfois il y aura des blocages, parfois il y aura des résistances, c'est évident. On n'a pas enfin on en a parlé, on a abordé, mais c'est surtout que on peut avoir une volonté, on peut avoir des objectifs définis, comme on avait dit, mais finalement ne pas aboutir à grand-chose à la fin de l'atelier. Mais ce n'est pas grave, parce que les personnes auront traversé toutes les étapes et ça va cheminer. Ça va cheminer après. Il y aura une phase de maturation, comme on a dit. Donc, ce n'est pas très très grave, mais c'est surtout qu'il faut être à l'écoute des personnes qui traversent cet atelier, cet espace de créativité. C'est pas toujours facile parce qu'il y a des personnes, ils se conditionnent par rapport à leur métier, par rapport à leur mission et ont du mal à rentrer dedans. Voilà. Et ça, c'est important de prendre soin d'eux, de ne pas continuer, quelle que soit l'attitude ou la réaction des personnes, et de rater finalement notre objectif d'animateur et de facilitateur. Ah, pardon. Non, mais dans le prendre soin aussi, je crois qu'il y a une étape importante, c'est que dans toutes les étapes de la démarche, on ne va pas forcément avoir les mêmes personnes. Et je pense que c'est important de pouvoir faire un retour à ceux qui ont participé en amont de ce qui se passe dans les étapes suivantes, parce que souvent on oublie. On les fait participer, ils donnent des idées, et puis on oublie justement en 8 mois, ou ça peut d'ailleurs être plus long que 8 mois, hein, qu'à l'origine, il y avait Pierre dans son service qui ne parle pas beaucoup, et puis qui là, du coup, avait une révélation parce qu'il était dans un bon contexte. Et finalement, on développe l'idée et on oublie de le tenir au courant des étapes, alors qu'il pourrait aussi d'ailleurs les enrichir ou se sentir valorisé de pouvoir donner son avis. Donc, c'est le feedback à tous les participants au fur et à mesure qu'on progresse dans la méthode. Merci, vous parliez de boîte à outils et de rythme. Du coup, moi, ça me pose une question. Comment aujourd'hui vous faites vivre cette méthode avec les rythmes de l'entreprise, les autres rythmes, c'est-à-dire les méthodes Scrum peut-être qui sont existantes chez vous, du CK ou autre chose. Je ne connais pas précisément les rythmes qui sont installés dans vos structures, mais est-ce que c'est un temps à part ou est-ce que c'est un temps maillé avec d'autres rythmes, d'autres process? En fait, ça dépend des ateliers. Il y a des ateliers qui se passeront sur une journée, voire 3 jours. Donc là, c'est en dehors de n'importe quel maillage. C'est vraiment une phase qui est concentrée, focus sur l'atelier, la méthodologie Design Thinking, donc là qui est vraiment investie au maximum. Et ensuite, on peut faire d'autres ateliers d'une demi-journée qui là sera maillé dans une réflexion, un travail qui aura fait suite donc à un travail terrain, une observation, et qui va agir sur le business model. Donc là, ce sera proprement business en fait. Et là, le design thinking peut agir de manière rapide et très souple. Alors effectivement, je suis complètement d'accord. Suivant les phases, c'est pas le même maillage. Sur la phase développement, pilote, test, là on passe sur vraiment de l'agile avec du Scrum pur. Donc voilà. Sur la phase de maturation, on mettait en chambre 4-5 personnes clés, vraiment des experts du sujet. Et là, c'était très compliqué parce qu'on leur demandait quand même 50% de leur temps pendant 5 semaines. Et donc là, il fallait préparer en amont, trouver les bonnes personnes, réussir à convaincre à droite à gauche qu'il y a des projets qu'on va mettre qui géraient, parce qu'ils n'attendaient pas sur un banc pour travailler. Il va falloir mettre en pause et puis prendre 5 semaines de délai sur leurs autres projets. Donc il y a vraiment la gestion de l'ordre des priorités et naviguer entre les silos justement pour réussir à faire ça. Mais si c'est surtout sur un process long comme on a fait là, on arrive à anticiper les étapes. Donc, 1 mois, 2 mois avant, même si on ne sait pas les idées sur lesquelles on va travailler, il faut commencer à travailler sur qui va faire ces idées dans un postulat des grandes thématiques d'idées qui pourraient arriver. Ça demande un petit peu d'imagination, mais on est obligé d'avancer alors que le sable est mouvant, pour
pouvoir préparer le terrain. Et si on ne prépare pas, on se prend 2 mois de retard. Alors nous, sur les premières étapes, c'est vrai qu'on arrive à mailler avec les plannings des gens assez facilement, puisqu'en effet c'est souple, on peut mettre des réunions un peu de la durée qu'on veut. Après, on est à un stade où on est un peu justement bloqué, où on a pas mal d'idées où on devrait être dans la dernière étape et on manque de ressources parce que, comme vous l'avez indiqué, cette fois on passe sur une étape où il faut vraiment qu'il y ait un ou deux experts qui travaillent Temps plein, quoi. à temps plein ou à mi-temps, en tout cas qui s'y consacrent. Et dans l'organisation aujourd'hui qu'on a au sein du département innovation et développement, chaque chef de produit gère entre 4 et 10 développements en parallèle avec des clients, avec des tempos un peu différents, mais rarement le temps de se consacrer à un seul ou deux développements. Alors moi j'ai un cas dans mon pôle où c'est justement, il a pu prendre plus de temps pour se mettre vraiment sur un sujet. Alors le début n'a pas été vraiment le design thinking, mais finalement en raccrochant les wagons, il va procéder comme ça sur la fin, en travaillant par itération, avec un écosystème, etc. Et là, en effet, vu qu'il n'a plus que 2 projets, ça cadre vraiment à la démarche. Mais c'est vrai que c'est vraiment une question de temps et d'allouer le temps nécessaire. Ok, c'est presque une vigilance supplémentaire. C'est le porteur du projet, une fois le projet identifié, une fois l'initiative connue, eh bien, il faut des porteurs pour pouvoir l'instruire, la creuser, etc. Donc effectivement, il y a bien une dimension assez importante RH, en fait, qui est sous-jacente de tout ce que vous avez dit aujourd'hui. Avant de conclure et de passer à la partie questions-réponses, je veux bien vous demander quelque chose. C'est si vous aviez en une phrase un message à laisser à l'auditoire sur le design thinking en général, ça peut être son application, son usage, etc. Quelle serait-elle? Ok. Alors, une phrase, c'est plus. Bah, ça peut être 2 phrases. Tu vois, on est en design thinking. Je pense que on est vraiment en fait à une phase de. Non, j'ai perdu le terme. Charnière, voilà, merci. Le design thinking va avoir, je pense, de plus en plus sa place parce que je pense que le fil rouge de notre conversation, c'était l'humain, de mon point de vue. Et aujourd'hui, en fait, on se rend compte que qu'est-ce qui fait vendre? C'est l'expérience. On ne vend plus un produit pour le produit, on vend le produit à travers un service, à travers une expérience. Et le design thinking, c'est quoi? C'est du réel. C'est s'attacher à la façon dont on vit, le contexte dans lequel on vit, s'attacher à des usages qui sont en mutation permanente, en fait. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on tend vers l'émotion, l'émotionnel. C'est vraiment quelque chose qui est très important. J'ai entendu quelque chose qui m'a un peu figé. On commence à faire des IRM pour travailler l'expérience client. Là, je me dis waouh. Donc voilà, il faut se préparer à des choses comme ça. Je ne sais pas si au fur et à mesure on aura des ateliers design dans des hôpitaux, je ne sais pas, mais bon, enfin voilà. D'ailleurs, en sachant qu'en France, on n'a pas le droit, ça se passe en Belgique. Et donc l'idée c'est, voilà, le design thinking, ça ramène à l'humain, ça ramène à l'émotionnel, à l'expérience, ce qui va faire le différentiel extrêmement important dans les semaines, les mois à venir. Et d'autre part, le design prend de plus en plus de place. J'aurais jamais imaginé, quand je faisais du design d'objets, entendre autant parler de design. Moi non plus. Donc là aussi, je suis assez impressionnée et enthousiaste, toujours, parce que voilà, les choses changent, mais parce qu'on revient à la capacité de réflexion et d'action, 2 choses liées. L'une ne va pas sans l'autre, et ça ouvre le champ des possibles. Ça fait pas de phrase, je suis désolée. Non, mais c'est très bien. C'était une très belle conclusion. Ouais. Merci. Ce que je voudrais dire, c'est que le design thinking, c'est pas juste un mot à la mode. J'ai une intime conviction que ça va rester très longtemps et que c'est une manière d'appréhender les problématiques et de résoudre les problèmes qui va perdurer. Et juste
pour le principe que c'est un processus et une démarche intellectuelle et qu'elle va évoluer. Et que comme elle se focalise sur l'expérience utilisateur et que c'est effectivement l'élément clé et qu'elle est connectée au terrain, voilà, je pouvais mettre des sous dessus, ça marchera. Maintenant, et ce que tu disais lié à l'humain, lié au terrain, oui, les clés. Si vous voulez vous lancer dans la démarche et qu'il y a quelqu'un qui vient vous voir en disant j'ai digitalisé le design thinking, partez en courant. Hein. Ça c'est clair, parce que ça ne peut pas être, sincèrement, ça ne peut pas être digitalisé. Parce que c'est pas modélisable. Voilà. Et on peut même penser que les brainstorms avec les post-it, il y a des apps où on a les post-it directement virtuels. Pour l'avoir testé, avoir le post-it, avec l'avoir écrit, le mettre sur le mur soi-même et le balancer sur un écran blanc, l'échange n'est pas du tout le même. Et je pense que Post-it et 3M ont des beaux jours à... Ils vont bien. Juste pour rebondir sur ce que dit mon voisin, c'est vrai que dans les métiers de service, ça fait vraiment du bien d'avoir du papier dans les mains, d'avoir de l'objet, d'avoir de la pâte à modeler, du carton, de découper, de coller, de colorier. Ça devient beaucoup plus concret. Et ça, en effet, bon, le digital, on en mange tous les jours, 8 heures, voire 15 heures par jour. Donc c'est vrai qu'il faut l'oublier, je pense, dans ces méthodes de créativité. Moi, le design thinking, je pense que c'est important et en effet, c'est une tendance qui ne peut que diffuser dans les entreprises parce que cette méthode à elle seule porte toutes les graines qui sont aujourd'hui les piliers sur lesquels les entreprises doivent aller. L'innovation, l'expérience client, le collaboratif, travailler avec les parties prenantes. Demain, si les entreprises ne font pas ça, elles sont mortes. Et la méthode permet de le faire, donc pourquoi s'en priver ? Ok, merci pour vos retours et les éléments concrets que vous avez pu nous donner. Je vais laisser la parole à l'assistance maintenant, si vous avez des questions. Ouais. Je sais pas si... Romain, tu prends le relais. Merci. Bonjour, j'avais une question par rapport à la méthode que vous avez présentée entre la phase d'observation et idéation. Vous avez insisté sur l'observation. Je voulais savoir quels étaient les livrables à la sortie de la phase d'observation. Est-ce que c'était les mêmes personnes qui faisaient l'observation et les ateliers d'idéation? Comment vous articulez? Alors, sur la phase d'observation, comme je vous l'avais dit, on l'a un peu sous-estimé au démarrage, on ne l'a pas suffisamment faite. On l'a surtout faite avec les consultants qui nous ont accompagnés dedans parce qu'ils ne connaissaient pas du tout le métier et donc c'était important, donc on les a également nous accompagnés. Mais ce n'était pas l'ensemble des personnes qui ont fait partie de la créativité, même loin de là. En revanche, dans les premières, quasiment là, sur les 3 jours de workshop de créativité, au total, il y a quasiment un tiers du temps qui était sur voilà les personas, voilà comment ils vivent au quotidien. Donc même si c'était en chambre et que ce n'était pas sur le terrain, qu'on a présumé des choses et que c'était via l'expérience de chacun, ça a quand même alimenté pas mal, plus les apports qu'on avait fait d'observation qui étaient souvent des citations, par exemple, parce que dans les observations, on parle aussi avec les gens. Donc ça, des verbatims, merci. Les verbatims, ça peut être des photos aussi. C'est souvent des choses concrètes, hein, c'est rarement de la littérature. Et les citations de la personne et la reprise des personas qu'on a refaites à partir de ces gens qu'on a observés. Donc voilà un petit peu comment on l'a géré. D'autres questions? J'aurais une question, c'est est-ce que cette méthode, si on la limite à une méthode projet, ne va pas la conduire à disparaître comme toute méthode, hein, à chaque période, on a une méthode à la mode, alors que le positionner plutôt en approche de conduite du changement pour aider l'entreprise à se développer et en faire un outil de développement personnel au sein de l'entreprise pour l'approcher effectivement vers le collaboratif,
qui est finalement l'écueil de toutes les grandes sociétés. Je parle des grandes parce que c'est surtout celles-là qui sont citées et qui visent finalement à bloquer son développement. Donc, est-ce qu'il faut continuer à parler du design thinking comme une méthodologie pour surtout les chefs de projet, ou est-ce que ça devient une culture à déployer auprès des COMEX et du management pour en faire en sorte que l'ensemble de l'entreprise soit au service de l'expérience utilisateur, de l'expérience de leur client? En fait, c'est une très bonne question. C'est vrai que ça peut être une méthodologie qui peut être lissée par pas mal de choses. Je pense que la force du design thinking, c'est le collaboratif. C'est-à-dire qu'il faut vraiment chercher à travailler son panel de participants et pouvoir mélanger, comme disait Étienne, des personnes niveau de base. Enfin, je ne voudrais pas dire quelque chose de négatif, mais voilà. Et d'autres personnes qui seront managers, qui seront donc plus inscrits dans la hiérarchie. Et effectivement, toute la nuance, c'est comment diffuser le design thinking dans une méthode projet. Ça, c'est très important. Il faut avoir, je pense, deux visions. Il faut avoir une vision très pragmatique, très business, donc garder une vision du projet en tant que tel. Et en même temps, il faut avoir une vision de partage et d'ouverture sur déjà le partage humain entre la personne de base et le manager. Donc on peut travailler ensemble et on peut aboutir à des résultats qui font que les personnes ne se verront pas de manière similaire, en fait. Donc il y aura deux plans, en fait. C'est comme une croix, finalement. Enfin, moi, je le visualise comme ça. Il y a la croix projet, donc objectif, résultat, business. Et il y a la croix humaine qui permet en fait de réunir les objectifs business et le côté managérial qui s'adapte en fait. Je ne sais pas si ça répond. Complètement en ligne. Je pense que c'est important d'avoir cette approche pragmatique pour pouvoir vraiment dérouler quelque chose et suivre certaines étapes. Donc il y a cet aspect méthodologique qui est assez clé. Si elle ne perdure pas, c'est qu'elle n'est pas pertinente. Et il y a des méthodologies comme le Lean Management, ça a juste 40 ans et ça n'a jamais été aussi puissant dans toutes les entreprises. Donc je pense que si c'est pertinent, ça va perdurer et que ce ne sera pas juste un effet de mode. Mais après, je suis complètement d'accord, l'aspect culture d'entreprise et les valeurs que le design thinking peuvent apporter, l'écoute. Il y a une écoute active, un aspect d'humilité, de se confronter au terrain et de se corriger sur l'idée qu'on avait. Et sur cette volonté de replacer l'utilisateur aussi en plein centre. Donc il y a un aspect culturel qui est clé. Et je pense qu'il y a les deux et c'est ça qui en fera sa réussite. Oui, moi je pense quand même que c'est une méthode, hein, c'est une boîte à outils. Après, dans cette méthode, en effet, on retrouve des valeurs qui doivent se retrouver dans la stratégie. C'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure la stratégie d'entreprise. Parce que si l'entreprise n'a pas la volonté d'innover, d'être vraiment user-centric, d'avoir un travail, une approche collaborative avec, que ce soit en interne ou avec son écosystème externe, c'est pas la peine qu'elle utilise cette méthode, ça ne pourra pas coller. Donc à un moment, c'est une méthode qui doit correspondre à des valeurs et non pas l'inverse en fait. Je pense en effet que si c'est bien utilisé, si l'entreprise, ses objectifs sont définis et que au fond, c'est pas juste du marketing de dire tiens on va travailler avec nos clients, ça va fonctionner. Aujourd'hui, je crois que finalement dans cette méthode, toutes les entreprises qui ont commencé à amorcer des démarches de management de l'innovation mettent en place déjà ça, hein, puisque se tromper, c'est aussi le grand mot à la mode. Maintenant, on a le droit de se tromper dans les entreprises. On apprend avec nos clients. Donc, finalement, à travers cette méthode, c'est pour ça que je dis c'est vraiment une synthèse de tout ce qui doit être fait si on veut aller tendre vers l'innovation et l'expérience client. Merci. Y a-t-il d'autres questions ?
Oui. Merci. Bonjour. D'abord, je vous remercie pour votre échange très transparent. J'ai noté que dans quelques cas, il fallait un peu se cacher pour innover. Dans les premières parties. Un peu. Et je me demandais pourquoi ça fait autant peur à nos managers et à notre hiérarchie. Est-ce que parce qu'il manque des ROI qui sont très bien définis? Est-ce que la remise en cause de l'organisation? Et je serais intéressée par quelques verbatims de vos managers, si c'est possible. Merci. Alors, je vais réfléchir au verbatim, mais en fait, parce que finalement, la chose à laquelle j'ai pu me confronter de manière simple, c'est que j'allais attenter à la prestance de personnes. Quand je dis prestance, c'est les personnes qui sont managers ont l'habitude finalement d'avoir une certaine posture. Et quand je parlais de design thinking, ou du moins de valeur design thinking, la personne se sentait perdue. Comment reconnaître en tant que manager « Ah mais attends, mais je comprends rien, je suis perdue et je ne sais pas de quoi tu me parles ». Donc c'était pas toujours évident. Et la réaction humaine, je pense, c'est de toute façon ça sert à rien, non mais de toute façon on n'aura pas le temps de le faire, et sinon mes design thinking ça va pas donner de résultats. Donc des choses relativement concrètes, pragmatiques. Un manager a besoin de budget, de temps, d'objectifs, voilà. Et moi, j'arrivais avec des choses plutôt abstraites, évanescentes et sans cadre, finalement. En fait, finalement, c'était le cadre qui pouvait leur manquer. Et je pense que le changement fait peur à beaucoup de gens, que ce soit des managers ou pas. Je pense que moi, j'ai vu des personnes qui n'étaient absolument pas managers, mais qui se sont dit mais attends, mais moi je ne vais pas pouvoir changer de mission. Aujourd'hui je fais du code, je fais de la chefferie de projet, je ne vais pas faire ça. Et là tu te dis mais c'est juste une capacité à voir plus grand, plus large, et en fait la personne n'est pas encore prête finalement. Donc il faut l'accompagner, il faut travailler à la convaincre et lui donner confiance dans le cheminement qu'elle va pouvoir faire sur des terres inconnues, finalement. Alors, et vis-à-vis des managers, c'est un petit peu, j'appelle ça le syndrome du design thinking quoi. Non mais tu vas pas m'embêter avec tes trucs à la mode, machin. Mais plus, donc c'est pour ça, mieux cacher le nom par moment au début, c'est peut-être nécessaire. Mais par contre, leur montrer la méthodologie, dire voilà, je veux commencer par ça, on voudrait faire comme ci, comme ça, aborder le projet comme ci. Est-ce que ça te va, au lieu de dire je veux faire le projet en méthode design thinking. Voilà. Alors, sur l'innovation en général, moi dans mon département, on ne se cachait pas pour innover puisqu'on est le département innovation et développement, sauf qu'on se rend compte que les managers, enfin la direction aime bien l'innovation incrémentale, c'est-à-dire sortir des nouveaux produits, si on aime bien, alors combien on a sorti de produits, combien ça rapporte, etc. Par rapport à nos concurrents, où on en est. Par contre, quand on met le nez dans l'innovation, si vraiment on est passionné, on se rend bien compte que ce n'est pas ce qui va sauver l'entreprise de sortir des nouveaux produits, puisque finalement on se heurte très vite à des produits très similaires. Il faut voir dans les rayons de nos supermarchés, aujourd'hui les différences entre deux produits, elle est faible. Même aujourd'hui entre deux startups, parfois il est très difficile de faire la différence, elles non plus pas toujours innovantes. Et donc on se rend compte qu'on tombe vite dans l'innovation disruptive, et là c'est ça qui fait peur en fait, c'est qu'on pointe du doigt des modèles d'entreprise qui demain, et quand je dis demain c'est vraiment un demain très proche, ne fonctionneront plus, que les concurrents ne sont pas ceux qu'on a aujourd'hui mais ceux qui ne sont pas encore sur le marché. Enfin, le discours que je tiens il est connu de tous, et c'est quand on arrive avec ce discours sur l'innovation que ça nécessite beaucoup de changements, mais un changement en profondeur, de revoir les business models, de revoir les méthodes de travail, de revoir les rôles de chacun,
Et c'est là où il faut un peu plus se cacher, parce que c'est du travail qui prend du temps, d'innover en profondeur, donc on ne voit pas les effets tout de suite. Et en effet, ça peut déstabiliser les managers pour qu'ils puissent retrouver leur place dans ces nouveaux projets qu'on apporte. Merci. Oui. Merci. Bonjour, Françoise Valade d'Orange. Je constate que vous portez le design thinking dans vos entreprises en étant des postes très différents. Ce que je vois aussi autour de moi, c'est des managers qui confondent ou qui réduisent le design thinking à une simple boîte à outils. Or, et qui pensent qu'il suffira de former l'ensemble des collaborateurs en 2 jours et que tout le monde pourra faire du design thinking en étant totalement autonome. Or, vous l'avez, je trouve, souligné, madame, le design de service, le design UI, UX et l'animation aussi sont des vrais métiers. Il faut être formé, il faut avoir une sensibilité pour les exercer. Donc ma question, c'était de votre point de vue, dans 5 ans, dans vos organisations, qui portera le design thinking? Est-ce qu'il y aura des nouvelles fonctions? Est-ce que ce sera dédié à l'innovation? D'accord. Comment vous voulez ça? Ça fait réagir. Merci, je t'en prie. Merci pour la question, parce que ça me rappelle que je n'ai pas parlé de mon nouveau service, en fait. Donc, merci. Bien, en fait, le nouveau service dont je fais partie aujourd'hui, donc le service e-business, a été initié par notre démarche de design thinking. Il a eu donc une forme de résultat, finalement, managérial. Et on s'est dit, le pourquoi des projets, le pourquoi des stratégies, il faut le cadrer et il faut aussi diffuser et l'aider à la transformation auprès des collaborateurs. Donc on a créé ce service, les business, qui est donc business, hein, comme son nom l'indique, mais aussi service design. Donc la mixité, je deviens business designer. Alors je travaille aujourd'hui avec des Customer Success Managers, donc là la chose est dite, et des Product Success Managers, donc des chefs de projet, mais axés réussite, expérience client. Donc là, voilà, on trouve des nouveaux métiers, c'est juste des transformations de métiers, mais ce sont des nouveaux métiers à nouvelle connotation. Et surtout, l'intérêt de ce service, c'est qu'on travaille service design et expérience client business ensemble. Et là, je trouve que pour moi, personnellement, c'est une réussite et c'est comme ça qu'on peut porter le design thinking et lui donner un cadre business. Donc, je pense que le design thinking travaille à la transformation des métiers aussi pour pouvoir y répondre. Vous voulez compléter, non? Ok, merci pour ces échanges et vos retours. Ça va être le temps maintenant des close-up. Donc je crois que vous pouvez poser des questions plus directement aux participants. Voilà, je vous remercie de votre écoute et j'espère que ça pourra nourrir vos réflexions sur le design thinking. Merci.